Bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle partie de la FAQ de l'année 2025, troisième partie. Alors je pense que nous allons commencer sans attendre, merci d'être là déjà. La deuxième chose, eh bien, nous avons du nouveau dans notre rebondissement de chez Warner. Il semblerait que il y a parce que je crois que je l'avais pas dit la dernière fois parce que c'était encore en préparation, que Paramount veuille bien faire une OP hostile, c'est-à-dire qu'il force la main à Warner en proposant une somme de 103 milliards ou 107 milliards, je ne sais plus, pour l'achat de l'intégralité des divisions de chez Warner, y compris la télévision. Alors que Netflix n'est absolument pas intéressé par la division de télévision. Après, évidemment, voilà, il y a du complotisme à tout va, évidemment, ça on le sait. Le deal de Paramount me gêne un peu plus parce que en touchant à la télévision, ils peuvent toucher aussi aux antennes françaises de la télévision de chez Warner, et l'antenne française, j'y bosse. Enfin, si ce sont les mêmes gens qui vont faire, je pense que c'est le cas, c'est le Skydance, ils vont faire la même chose que pour Game One, c'est-à-dire tout arrêter en France. Moi, ça va me mettre dans une situation très inconfortable. Donc, en fait, moi, je souhaite que les gens de chez Warner se tiennent à ce qui a été conclu avec Netflix et qui gardent la télévision pour eux. Que Paramount disait, je crois qu'ils ont déjà assez de choses pour eux, ils n'ont pas à se mêler de la télévision, qui plus est avec des fonds des Émirats arabes ou d'Arabie Saoudite, je sais plus lequel. C'est tout ça, c'est un peu irritant, et bien sûr ça va amener après à des modifications d'ordre de ligne éditoriale pour s'aligner sur celle de Paramount, et après voilà, on en revient tout de suite à du complot, évidemment. Ce qui n'est pas, le complot ne veut pas dire que ça n'existe pas et que ça ne sera pas avéré juste, mais c'est juste tout de suite, il y a des théories de contrôle du monde, enfin bon, tout ça, c'est des choses qui nous dépassent et dans lesquelles on ne mettra jamais les pieds, parce qu'on est de simples petits Français qui essayons de survivre dans un pays à la dérive. Voilà, le ton, il est lancé ce soir. Mais en même temps, c'est le cas, osez me dire que c'est pas le cas. Aujourd'hui, ce soir, en attendant d'avoir vos questions dans le chat, je voulais faire, comme chaque année, un petit tour des films annoncés, des films de spectacle annoncés en 2026. Je le fais chaque année. En fait, je fais à partir à peu près de mi-novembre ou fin novembre un petit tour sur les sites américains de box-office qui proposent une large liste avec des dates concernant les prochaines sorties. La liste, j'ai pris quelques noms par-ci par-là et je vais vous énoncer les noms et évidemment au gré des titres, je vous dirai un peu ce que j'en pense et ce que j'irai les voir, surtout ça aussi ce sera intéressant. Moi de façon générale sur ce que je vois, je pense, et j'en parlais justement avec Luc cet après-midi, je pense que ce sera une année pour le spectacle populaire, une année 2026 exceptionnelle. Je crois qu'on n'aura jamais vu ça. Il y a beaucoup de choses qui ont trouvé leur point de sortie en 2026 et je pense qu'à moins qu'il y ait des problèmes... Enfin, si l'année 2026 est une très mauvaise année, ça veut dire que le cinéma de spectacle a un vrai problème. Parce que là, disons en 2025, oui, ça marche pas trop, tout ça. Non, ça avait quand même bien marché. Il y avait des films intéressants. Alors, ce sera peut-être formulé un petit peu dans le désordre, mais j'ai noté quelques titres. Dont certains n'ont, je pense, même pas encore de date. En premier lieu, il y aura Greenland Migration. Alors, les gens qui ont peut-être loupé le premier Greenland, c'est Gerard Butler qui amène sa famille dans un bunker anti-atomique, on va dire, pour se préparer à des chutes de météores sur la Terre. Et Migration, c'est un peu la suite quand ils sortent du bunker et qu'ils doivent se réapproprier les terres, en quelque sorte. Moi, j'avais trouvé le premier film très efficace, c'était bien fichu. Je pense que le deuxième fera aussi son affaire. Moi, j'aime bien Gerard Butler, donc je pense que ce sera un petit spectacle à regarder si on a aimé le premier film.
Il y a aussi le retour de Christophe Gans avec Retourne to Silent Hill. Il y a des bruits de couloir comme quoi ce serait pas très bien, qu'il y a des effets spéciaux qui sont ratés. Moi, la Silent Hill ne m'a jamais intéressé, la série de jeux. Donc moi je n'irai pas voir ce film, je n'irai pas voir Scream 7 parce que j'ai jamais été intéressé par cette saga, mais il y a un 7e, semble-t-il, qui pop les bouts de son nez. Je crois d'ailleurs qu'il y a eu une bande-annonce avec le Ghostface qui a un fusil, je crois, un shotgun. Il y a aussi le film 28 ans plus tard, Bone Temple. Je me tâte à voir si je vais me déplacer pour le voir ou non, je ne sais pas encore. Il y a aussi The Bride, c'est un film sur la fiancée du monstre de Frankenstein. Un peu en mode Bonnie and Clyde, comme je l'avais lu. Bon, moi ça m'intéresse pas des masses, hein, je vois pas pourquoi je devrais regarder ça. Je vois Christian Bale qui a boutiné, ça m'intéresse pas non plus. Il y a un autre film d'animation qui a titillé un peu mon intérêt, c'est Hoppers. Je crois que ça s'appelle Jumpers en français, sur une petite fille qui prend l'apparence d'un animal, enfin je crois que sa conscience est transférée dans un animal un peu comme Avatar finalement. C'est un Pixar, mais on dirait un film de DreamWorks, hein, c'est paradoxal, mais on sait très bien que Pixar, depuis quelques temps, ne font plus beaucoup de films, on va dire, intéressants. Hein. C'est regardable, hein, c'est joli, mais on s'en fout en fait. Hein. Ça, c'est généralement un petit peu le principe de Pixar cette dernière dizaine d'années. Allez, on va être sympa, cette dernière quinzaine d'années, avec des films comme Elio. J'ai pas vu Luca, c'est peut-être bien, mais j'ai pas vu. Mais il y a énormément de Pixar, là, vraiment de ces derniers temps. Ouais, ok, bon, à d'autres. Peut-être plus à moi. Je pense que c'est plus une animation qui m'intéresse. Ou c'est peut-être que les créateurs sont nuls. Hein. Ça, il faut pas... ils tournent en rond dans leur open space sans trop savoir quoi raconter. Alors, ils racontent toujours la même chose. Il semblerait que ce soit le cas aussi de Disney, avec... le récent Zootopie 2. Et après, on s'en porte pas plus mal, hein. On sait que c'est du surplace, on sait que ce n'est pas pour nous, et donc on passe à un autre studio. On cherche une autre animation, autre part. Faut pas croire qu'on est obligé de rester toute sa vie attaché aux mêmes valeurs et attaché aux mêmes films ou aux mêmes histoires. Hein. On peut complètement décrocher au bout d'un moment parce qu'on a eu des trajectoires de vie qui changent, et je pense que clairement Pixar, j'en ai rien à battre. Hein. Ça fait passer le temps, voilà, si on veut avoir un spectacle inoffensif à voir en famille ou avec quelqu'un, voilà, mais tu sais très bien que tu vas pas en retirer quoi que ce soit. Il y a le Project Hail Mary. Je sais plus comment ils l'ont traduit en français, projet Alléluia, je sais pas, sur Ryan Gosling qui va dans l'espace et il trouve un autre alien et il semblerait qu'il doit cohabiter, aider cet alien, on sait pas trop, pour sauver une planète. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. La question c'est comment le film va être coupé, narré, si c'est plus de la moitié du film qui est sur Terre ou si on a un équilibre entre les deux parties. C'est vrai que la partie avec l'alien fait beaucoup plus rêver une énième partie sur Terre où la personne va être envoyée dans l'espace. Là, on est dans une fusée, tout ça. Bon, tout ça, c'est pas très. Tout ça, on l'a déjà vu. Par contre, l'interaction avec l'alien, ça, c'est intéressant. Et j'espère que ça prendra une large partie du projet. Ah, tu me dis, Luc, j'avais oublié de t'en parler, mais en 2026, il y aura un autre film avec des dinosaures, mais pas Jurassic World. Il s'agit de Flower Whale Street avec Ewan McGregor et Anne Hathaway. Ok, écoute, s'il y a des images ou un trailer, moi je regarderai ça. Je me note, hein, comme ça je n'oublie pas. Oui, il y a des annonces bien sûr qui se font au fur et à mesure que moi je n'ai pas noté. Hein, et il y a bien sûr des petits films qui, au dernier moment, se présentent à nous. Il y a ensuite quand même quelques films d'animation qui sont aussi là. Il y a Les Mignons 3. Alors ça c'est un film pour la famille, ça va bien fonctionner je pense. Il y a aussi le nouveau Toy Story 5. Déjà que le 4 c'était pas très intéressant, mais le 5 il apparaît aussi. Il y a Super Mario 2. Donc je crois qu'ils avaient appelé carrément Super Mario Galaxy.
Donc ça aussi, ça va très bien marcher, je pense. Et il y a un film sur le basket qui s'appelle GOAT, avec une chèvre qui fait du basket. C'est vraiment le truc, on dirait un générateur d'histoire aléatoire, vous voyez. Hein, et on appuie sur la machine à sous, et tout d'un coup, ça nous sort des mots au hasard. Surtout que le terme GOAT, moi, c'est un truc que j'entends sur Internet dans tous les sens, et ça me donne envie de vomir. Donc, il est clair que je ne suis pas le public visé par ce type de film. Je veux dire, les gens qui utilisent GOAT, c'est une certaine catégorie de gens. Des gens sur Internet, des gens qui consomment un certain type de contenu, qui parlent d'une certaine façon de gens, parce que honnêtement, un Français normal ne parle pas de GOAT. Ça n'existe pas, en fait, ce mot. Hein, c'est diminutif, c'est un diminutif, c'est une contraction de greatest of time, je crois, hein, un truc comme ça. Donc bon, tout ça pour moi c'est juste de la com. C'est-à-dire que comment dire, la source même du film et de son titre, c'est déjà orienté pour une certaine catégorie de gens. Voilà. Bon, moi ça m'intéresse pas, vraiment. Et bon, le basket, ça, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. En termes de sport à voir à l'écran. Il y a un biopic sur Michael Jackson. Alors, semblerait-il un biopic en 2 parties. Moi, je pense que je vais pas regarder ça. Je sais pas qui le fait. Si ça se trouve, c'est très bien. Moi, j'étais surpris de certains biopics récents. Hein. Moi, j'ai bien aimé Elvis. Quoi qu'on en dise, le truc là avec le singe, comment ça s'appelait déjà ? Better Man, voilà, j'y arrive. Better Man, moi j'avais bien aimé Better Man. Je trouve qu'il y avait une énergie de malade. Les mecs, ils ont essayé de faire quelque chose, autre. Et les chansons il y a 2-3 chansons qui étaient vraiment bien réinterprétées, parce que moi je les connaissais du CD. Par contre, le travail de mise en scène était très très impressionnant. Enfin, en tout cas, moi j'avais adoré. Je sens mauvais, tu me dis, le basket n'a jamais été bien traité au cinéma. Le sport le plus spectaculaire, ludique. Oui, bon, moi j'ai vu Kuroko's Basket, je crois que ça m'a suffi, j'ai vu tout ce que le basket a pu donner. Et puis il y a aussi d'autres animés qui parlent du basket, donc bon, moi le voir en film, qu'est-ce que j'en ai à foutre. Kuroko's Basket, ça suffit largement. Et il y a eu aussi une autre série japonaise sur le basket, mais je sais plus le titre. On me l'avait recommandé aussi, mais l'animation m'avait un peu refroidi. Il y a des suites en pagaille. Le diable s'habille en Prada. Bon, ça je vais pas regarder ça. Mortal Kombat 2. Ouais, bon, c'est très bien, merci, au revoir. Evil Dead Burns. Oh là là, c'est fait par un Français, ça va être formidable. Non, ça va être de la merde. Faut pas se leurrer. Ce sera comme le précédent, c'est-à-dire un truc, voilà, c'est bien gore. Il y a quelques moments, oh là là, et puis on s'en fout. On s'en fout parce que c'est industriel, parce que c'est une surenchère qui en devient ridicule. Alors c'est un peu presque l'ADN des Evil Dead, c'est d'aller dans une surenchère. Mais à un moment, tout ça se mord la queue, quoi. Ça se mord la queue. La queue de devant ou la queue de derrière, comme vous voulez, mais ça se mord la queue. Ça n'a plus aucun intérêt. Alors justement, ils essayent de secouer le cocotier en donnant la place à des réalisateurs un peu plus exotiques. Oh là là, le français, il a fait un film sur les araignées, on va lui mettre ça. Ouais, qu'est-ce que vous croyez qu'il arrive, quoi? Vraiment. Et combien d'exemples on a eu de gens qui sortent comme ça et on leur balance un projet. En fait, le projet, il est au mieux correct. Donc bon, moi, j'y crois pas du tout au Evil Dead Burns. Alors, ce serait formidable, une surprise. Ah, mais moi, je souhaite que les mecs ils s'éclatent bien et que le film marche, évidemment. Mais ça, c'est vraiment pas un intérêt. Mais par contre, je suis d'accord avec toi, Skull Kid. Très très bien le film sur les araignées. Vermine, le mec, il avait bien géré son budget et il y avait un vrai travail. Ensuite, il y a Star Wars The Mandalorian et Grogu. Bon, ça, c'est pour les gens qui ont aimé la série. Moi, je l'ai même pas vu, donc je crois pas que ce soit pour moi. Il y a des machins, mais qui sortent des ténèbres. Scary Movie 6. What the fuck? Est-ce que ça va marcher, ces affaires? Autre chose aussi qui sort des ténèbres. Moana, en live. Oh là là, la catastrophe. Enfin, la catastrophe, c'est un truc. Là, le dernier Vaiana, Moana Vaiana, ça avait fait 1 milliard. Alors que c'était une série qui a été reconditionnée pour faire un film. Putain,
le degré de détresse quand même. Mais celui-là, il va faire 600 millions, quoi. Easy. Alors que ça va raconter la même histoire. C'est des trucs, ça se mord la queue, C'est inintéressant. Mais je vous le cite parce que, voilà, quoi. Et on va arriver on va commencer à arriver à des films qui vont peut-être marcher pas mal. Alors il y a Angry Birds 3, bon tout ça c'est des machins. Je crois que le 2 avait en plus bien marché, hein, cette affaire. Qui en a encore quelque chose à faire de Scary Movie? La question, elle est là, en effet. On va arriver à des films qui sont peut-être un peu plus intéressants. Je regarde encore la liste. Ouais, mais il y a encore des machins un peu mornés, hein. Des trucs genre Street Fighter. Bon là, c'est un public de niche, hein. Moi, je veux pas aller voir ça, hein. C'est-à-dire dépenser de l'argent pour ça. Faut bien se remettre ça dans l'idée, hein. Dans l'absolu, il y a plein de films. Peut-être là, je me laisserai tenter. Hoppers, je me laisserai tenter. Le biopic sur Michael Jackson, je me laisserai tenter. Des machins comme Toy Story 5, je me laisserai tenter. Le problème, c'est que ça coûte de l'argent parce que vous allez en salle. Et moi, je n'ai pas d'abonnement, donc forcément, quand je vais en salle, je réinjecte de l'argent, mon argent. Donc, dans un sens, moi, je veux être convaincu. Et des fois, la bande-annonce, elle me convainc pas du tout. Donc, moi, je vais pas me risquer, hein, parce que la conjoncture n'est pas à la dépense en salle de cinéma. C'est déjà sa propre survie. Et après, éventuellement, la culture. C'est comme ça que ça marche. On est loin des gars là qui sacrifient tout au nom de la culture, quitte à mal manger et se rendre malade. C'est pas comme ça que ça marche. C'est poétique, c'est romantique, mais c'est pas comme ça que ça marche. On a encore des trucs comme un nouveau Hunger Games. Je crois qu'il y a eu une bande-annonce qui a des effets intéressants dans la façon dont c'est raconté. Ouais, bon, s'ils veulent, hein. Je crois que le dernier avait bien marché en plus. Et là, on arrive à quelques trucs intéressants, enfin en tout cas pour moi. On a le nouveau Spielberg sur les ovnis. Je pense qu'il s'agit probablement d'un des derniers Spielberg, voire le dernier, hein, parce qu'on ne sait jamais. Il pourrait partir avant d'avoir fait son western, ou je sais pas ce qu'il prévoit de faire après. Donc je pense que ce Spielberg-là, je regarderai pas la bande-annonce, j'irai voir le film en salle. Moi, je n'avais pas vraiment aimé The Fabelmans et West Side Story. Mais un film sur les UFO, je veux croire. Voilà, il faut croire un petit peu. Et c'est un sujet qui peut déjà un peu plus m'intéresser. Donc lui, j'irai le voir. Je veux croire vraiment au projet. Bon, il y a un autre projet que je vois juste à côté qui m'intéresse pas du tout. Il y a Supergirl. Vous avez vu une bande-annonce. Bon, voilà. À un moment, il faut sortir le fouet pour fouetter James Gunn parce que ça suffit en fait avec ces idioties là. Il y a Spider-Man Brand New Day. Je crois, c'est le titre qu'il y a actuellement. On n'en sait pas grand-chose, donc à voir. On ne sait pas la nature du film. En tout cas, moi, je ne me suis pas renseigné. Bon, je pense pas que je vais aller le voir. Après, s'il y a un méchant iconique absolument formidable qui fait son entrée, peut-être que j'irai jeter un coup d'œil, mais comme ça, là, sur le principe, je ne pense pas. Parce que c'est un Spider-Man qui n'est pas pour moi, qui n'est pas pour ma génération. Fabelmans, t'as pas aimé, j'aime ta singularité. Bon, c'est juste que c'était je regarde mon nombril, quoi. Oui, s'il veut, hein. Je suis sûr que pour lui ça a été très important de faire ce film. Mais moi, est-ce que j'ai envie de voir ça sur grand écran? Non. C'était, ouais, non, c'était bien de le voir, mais jouer un peu à cette presque une posture de petit malin, de petit enfant. Ok, c'est très joli, mais bon, moi je suis plus un enfant, donc il y a des choses qui ne peuvent plus fonctionner sur moi. Je pense notamment au dernier plan du film de The Fabelmans. Il y a Clayface, donc le film sur Gueule d'Argile, donc un personnage, un méchant de l'univers de Batman. Ce sera la première fois qu'on voit ce méchant sur grand écran. L'unique première fois. Et c'est un méchant, pour les gens qui ne savent pas, c'est un méchant absolument exceptionnel, puisque c'est quelqu'un qui peut changer de forme grâce à la glaise qui s'est insérée dans l'ADN du gars. En principe, dans la dessin animé, c'est un acteur qui a une glaise particulière pour modifier son visage. Et à un moment, il y a les mafieux qui le prennent un peu en tenaille, parce que c'est une glaise qui coûte très cher. Et en fait, ils lui font ingérer cette glaise, mais d'une façon, une overdose. Mais une overdose comme jamais, quoi. Et du coup, la glaise s'est insérée dans son corps.
et il peut modifier de forme, la forme de ses bras, il peut se liquéfier et tout ça. Et en fait, bien sûr, ça le rend complètement psychotique. Et Batman n'arrive jamais à le vaincre. Bien sûr, Batman est plus malin, donc il arrive à un moment à le piéger, à le neutraliser, mais il n'arrive jamais à le vaincre. Et donc ce film-là, c'est un film unique sur Clayface. Donc je pense pas qu'il y aurait Batman. Alors si Batman est dans le film, bon déjà j'irai le voir de base. Si Batman est dans le film, je le vois encore plus. Mais voilà, ce sera plus un film, une espèce de drame horreur autour du personnage et de son destin. Gueule d'argile, donc ça c'est une vraie curiosité. Moi j'ai envie de voir. J'espère que ce sera travaillé avec autant de détails et de sérieux que les gens l'ont fait dans le dessin animé, parce que le dessin animé c'est vraiment un petit bijou, l'épisode en 2 parties. Ouais, c'était très triste l'histoire de l'acteur. Ouais, c'est le gars s'était complètement renfermé sur lui-même et son ami qui essayait de l'aider. À un moment, il lui hurle dessus. Ouais, j'ai pas besoin de toi. Il soulève une table pour la jeter sur son ami. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très très fort dans le destin du personnage. Et j'espère que les scénaristes, je crois que c'est McFlanagan, il va réussir à capter ce moment et à en faire quelque chose. À en faire quelque chose de beau sur un petit film, peut-être un film d'1h40 ou 1h50, un truc bien tassé, bien fabriqué, ça peut vraiment le faire. Il y a Werewolf, donc le nouveau film de Robert Eggers sur le loup-garou. Donc lui, il est toujours dans ces trucs gothiques là, après Dracula, Nosferatu, il fait un truc sur le loup-garou. Alors, si c'est du même niveau que son film précédent, moi j'irai voir certainement. Il y a le film mystérieux de Tom Cruise et de Alejandro González Iñárritu. Mais moi j'ai grave envie de voir Tom Cruise un peu dans un autre rôle, chez un réal qui a une forte personnalité. Et ça se voit dans ses films, hein. Je sais pas si vous avez vu Bardo, Iñárritu il a des choses à raconter, hein. Bon, il a beaucoup à raconter dans son nombril aussi, Iñárritu, mais bon, quand il donne un bon acteur, un bon script, ça donne The Revenant, hein. Donc je pense que le film d'Iñárritu avec Tom Cruise, ça vaudra le coup. Il semblerait que ce soit une comédie, une espèce de comédie catastrophe sur un inventeur qui a fabriqué une machine pour sauver le monde, mais en fait la machine elle marche pas et donc il doit détruire sa machine pour sauver le monde. Voilà, une espèce de retournement. Enfin, j'ai hâte de voir en fait qu'est-ce que c'est que ce truc, parce que je crois que ça fait des années que c'est en production ce machin. Donc si ça se trouve, ce sera un énorme film. Donc hâte de voir. Il y a Dune partie 3. Alors moi j'ai pas mal pesté sur les parties 1 et partie 2, notamment parce qu'il y avait des points de comparaison avec le film de Lynch, mais la partie 3 c'est la suite, et là on sera en terrain inconnu, et là en fait j'aurai pas de référence pour me fixer par rapport à justement comment d'autres ont raconté les histoires. Là c'est pas le cas. D'une partie 3, on est sur la croisade et le renfermement progressif de Paul jusqu'à devenir une espèce d'ermite, je crois, dans le désert. Enfin, c'est vague souvenir, très très vague d'un truc qui se termine comme ça. Donc vraiment là, je sais pas à quoi m'attendre. Et c'est là où ça peut être intéressant, par contre, d'une partie 3. Donc celui-là, peut-être j'irai le voir au cinéma. Ouais, là, vraiment par la curiosité de savoir quelle est la suite en fait de l'histoire, je pense que j'irai voir ce film. Et Dune de Villeneuve, film mort ou pas ? Mort dans quel sens ? Parce qu'artistiquement c'est pas mort, c'est juste vide. Mais être vide ne veut pas dire être mort. Et si mort tu veux dire que ils sont finis, oui ils sont finis, ils sont déjà sortis. Je comprends pas pourquoi tu dis mort en fait. Il manque que Tarantino. Oui, ouais, tout à fait. J'aime pas ces versions. Ah oui, moi aussi j'aime pas ces versions, mais là pour le coup, tu vois, moi j'ai pas lu la suite de Dune, donc moi j'irai voir le film pour voir un petit peu qu'est-ce que ça raconte ensuite. J'ai volontairement gardé le meilleur pour la fin. Vous avez bien senti que j'ai oublié un film qui est très 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 important pour moi, parce qu'il s'agit évidemment d'un film de Christopher Nolan qui sort en juillet. Ça s'appelle The Odyssey, une fable mythologique avec Matt Damon.
il y a déjà un prologue qui a circulé sur certaines projections, un prologue que je me suis empressé de me procurer. Et il y a déjà des images qui évoquent les films de Bible et même les films de mythologie des années 50-60, où tu vois le cheval sur la plage tiré par des centaines d'hommes. Enfin, il y a quelque chose de très très beau dans certaines images, et on a déjà des... comment dire, quand on voit les images, je vous en dis pas plus évidemment, on a déjà des choses qui rappellent enfin plein de films de Nolan dans les situations, la façon dont c'est filmé, les choix de couleurs, les choix de musique, une façon, en fait, on revient dans la maison Nolan comme si on ne l'avait jamais quitté. Et ça que sur 5 minutes. En plus, ce sont des minutes, je pense, tout est un peu compressé. Hein. Je pense pas que le montage sera ça à la sortie. Hein. C'est assez rapide. Donc, moi, j'ai hâte de voir un petit peu. Voilà, quand je vous disais, ça commence dans une plage. Bah tiens, Inception commence sur une plage. Vous voyez, il y a des motifs. Nolan, maintenant qu'il commence vraiment à déployer sa filmographie sur vraiment maintenant un paquet de films, il y a des motifs qui reviennent constamment, et je pense que chez Nolan on aura un peu la même chose. Ce sera aussi un récit mythologique sous cloche de verre. Ce sera vraiment, vous voyez, la vision de Nolan vis-à-vis des armures, par exemple, ça a été souvent critiqué, ou de l'architecture, ou d'une certaine façon de présenter les personnages. Il faudra s'attendre à ce que ce soit lui, et pas que ce soit, vous savez, une espèce de... Comment pourrait-on dire, une espèce de cours d'histoire, voilà, sur les armures, elles sont pas comme ça naturellement et tout ça. Alors j'ai vu les armures de l'âge de bronze, encore heureux que Nolan ne les fait pas, parce que ce serait sacrément ridicule. Voilà pour les films de 2026. Moi je pense que ça va être un très bon cru. En plus, nous ne parlons même pas des jeux vidéo. Nous avons eu les Game Awards récemment. Il y a beaucoup de choses qui sont annoncées, qui vont promettre beaucoup. En plus, une année où il y a GTA 6 qui sort ne peut pas être une mauvaise année. GTA 6 va tout prendre sur son passage. Le plus attendu depuis des années. J'ai vu la distribution de l'Odyssée, 6 étoiles. Bah écoute, au vu de tous les acteurs précédemment qui disent le réalisateur, il m'a sauvé, que ce soit Anna Hathaway ou Downey Junior, qui disent ce mec est formidable, il nous laisse le choix et en même temps il est précis. Bah, tout le monde a envie de travailler avec lui, un petit peu, ne serait-ce que pour quelques rôles. Ils savent très bien que ces films vont être projetés dans le monde entier, donc ils vont pouvoir montrer un peu leur gueule aussi. Et Nolan, me semble-t-il, est quelqu'un qui est super amical avec les acteurs. C'est quelqu'un qui les met dans de bonnes conditions. C'est quelqu'un qui demande beaucoup aussi. Il y a une bonne exigence. Donc les acteurs, ils ont envie d'être motivés par des réalisateurs comme lui. Hein, et c'est pas quelqu'un qui tourne sur fond vert. Donc les gens, ils vont aussi se déplacer dans les lieux. Enfin, ils vont vivre le décor. Et ça joue quand tu es acteur. Il faut que tu te projettes aussi dans ton rôle. Et si ton environnement c'est un fond vert, ben c'est compliqué. Tous les acteurs, moi que j'ai vu en interview depuis que je couvre un peu les films de Nolan et que je les regarde, mais tout le monde est enchanté des expériences de tournage qu'ils ont eues avec lui. Donc forcément, ça se bouscule au portillon. Et il a de la chance et qu'il en profite, parce qu'à un moment, il y aura peut-être un film qui ne marchera pas, et là, ça pourrait être la dégringolade. Mais pour l'instant, il est très... c'est le président de l'actuel syndicat des réalisateurs aux États-Unis, Nolan. Donc voilà, il est très apprécié, très réputé, et c'est un mec qui compte, quoi. C'est un mec influent à Hollywood. Moi, ça m'étonne pas, ne serait-ce que pour des petits rôles, que des gens viennent et que le casting réunit un nombre important d'acteurs connus. Donc, on connaît les visages, des gens qu'on connaît bien. De chez Nolan, Matt Damon, à un moment il jouait de second rôle, là il a un grand rôle, des gens qui viennent pour la première fois, à voir, mais vraiment je pense que ce sera un grand spectacle dans la pure veine de tout ce qu'il a pu faire jusqu'à présent. Donc il faudra aussi s'attendre à avoir les mêmes problèmes, hein, pour les gens qui considèrent que ce sont des problèmes. Moi je sais que ça va être un grand film dans l'année, hein. Avez-vous un engagement politique dans ou au-delà de vos critiques ?
Est-ce que tu as perçu un engagement politique dans mes critiques? Il y a certaines critiques où, oui, j'ai plutôt un engagement politique. Bon, moi, je suis là pour parler de cinéma. En effet, il y a certains moments où le cinéma foisonne de revendications et tout simplement aussi le regard d'un réalisateur qui a une vision du monde. Donc la vision du monde est aussi teintée de politique. La politique, c'est l'aménagement du territoire. Il ne faut peut-être pas l'oublier. C'est un rappel à la définition de ce qu'est la politique. C'est une discussion et une organisation du territoire de la ville et bien sûr de la ville, du pays, des États membres de l'Union du monde. Et donc forcément les films, dans un sens, parlent de ça. Mais après, est-ce que dans un premier temps où on va parler du film, est-ce qu'on veut placer le filtre de la politique devant tous les autres filtres qui existent pour voir un film? Moi, c'est pas mon but. La politique pourrait venir dans une critique, ça arrive, mais ce n'est jamais en aucun cas le premier des filtres. Ça, c'est quelque chose qui vient dans un second, troisième temps. Après, politique de quoi? Politique du film, politique des auteurs, politique de production, ça, ce sont des choses aussi où on peut parler de politique, mais dans l'enceinte de la création d'un film. La politique, dans un film, ce serait le dialogue entre un réalisateur, ce qu'il a voulu faire, et un producteur qui voulait, précisément une certaine efficacité pour un certain budget. Et donc là, on rentre dans la politique des films, la politique de travail autour du film, de la fabrication. Si on parle de façon plus globale, vision du monde, tous les films en ont. Est-ce que tu as envie de mettre ça en avant? Il y a des chaînes qui le font bien, il y a des chaînes qui le font très mal, il y a des chaînes où c'est que ça, et ça parle même plus des films. J'avais cité, je crois, la dernière fois Plot Time, c'est ça, et je pense qu'il s'en sort très bien, il s'en sort très bien. Ça lui va très bien, j'entends. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais pas du tout. Moi, je préfère parler des films, voilà, de comprendre des mécaniques, d'avoir du plaisir à pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Au-delà d'un aspect politique, mais plutôt dans un rapport psychologique, je devrais dire. Étant allemand, et oui, tout le monde sait que les Alsaciens sont allemands. Non, mais en tant qu'Alsacien, il y a peut-être le rapport à un cinéma de expressionnisme allemand qui me plaît, et donc un rapport de voir en fait la psychologie des personnages dans le décor. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose comme ça qui me plaît et donc j'essaye de faire perdurer sur la chaîne, de voir en fait le développement de thèmes à travers en fait des éléments de film. Moi, l'engagement, je reviens un peu à ta question, hein, l'engagement, moi je me suis jamais engagé politiquement. Hein. J'ai une vision du monde, oui. L'engagement, moi je l'ai jamais fait. Je ne suis pas engagé à un parti. Si c'est peut-être une réponse plus claire, hein, j'ai l'impression de noyer un peu le poisson là, mais non, moi je ne me suis pas engagé politiquement dans la vie, et je pense pas, à moins que vous en ayez l'impression, et on peut en débattre, je ne pense pas être engagé politiquement quand je fais mes critiques, ou mes vidéos. Je suis engagé envers le cinéma, ça oui, oui éventuellement. Et encore, ça dépend, il y a des choses... faut pas me parler de certains sujets. Hein. Moi, il y a certains sujets, je pourrais voir rouge. Sur tout ce bazar, je voudrais revenir sur une chose. C'est le CEO de Netflix qui dit un truc assez étonnant, mais avec lequel je suis un petit peu d'accord. Et pourtant, ça peut être choquant ce qu'il dit. Hein. Il dit ceci, alors je l'ai à peu près traduit. Hein. Donc, Ted Sarandos, il n'y a aucune raison de croire que le film en lui-même est mieux dans toutes les tailles d'écran pour tout le monde. Mon fils est monteur, il a vu Laurence d'Arabie sur son téléphone. Fin de citation. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que quel que soit l'écran avec lequel vous regardez le film, c'est le même film. Et avec cette affirmation-là, je suis d'accord. Le film, qu'il soit sur un grand écran ou qu'il soit sur un écran de téléphone, je suis d'accord. Ça reste un gros plan sur un acteur. La différence est que c'est la façon dont tu vas le regarder qui va changer ton expérience. Mais le film reste le même. Ça reste un gros plan.
Le gros plan, que tu le regardes sur ton téléphone ou que tu le regardes sur un grand écran de cinéma, ça reste un gros plan. Il sera cadré de la même façon. C'est une façon de formuler cette idée qui est très mécanique. C'est quelque chose de très robotique, de très mécanique de le dire comme ça. Mais il a raison. C'est sur vraiment comment dire, dans le purement factuel, froid, c'est le cas. Ce qui fait bien sûr varier l'expérience, et c'est en cela que tant de réalisateurs se sont battus, c'est que la salle de cinéma provoque des émotions parce que l'écran nous enveloppe. Exactement, la perception et l'expérience sont fondamentalement différentes. Et je pense précisément que là, ce que Ted Sarandos dit, c'est une affaire de perception et d'expérience qui sont à des années-lumière. Son fils monteur a vu Laurence d'Arabie sur son téléphone. Bon, déjà, il faut rester devant son téléphone pendant 3h30, il faut se le farcir, quoi. Mais ce qu'il veut dire, c'est que oui, le fils de ce monsieur a vu Laurence d'Arabie sur son téléphone, mais il n'a peut-être pas expérimenté certains moments de Laurence d'Arabie qui sont des grands moments dans une qualité enveloppante de son et d'image. Et c'est amusant qu'on parle de Laurence d'Arabie, qu'il ait cité Laurence d'Arabie dans cette citation, c'est parce que Luc et moi, nous avons vu Laurence d'Arabie dans une salle de cinéma. Et la différence, elle est de taille parce que l'expérience de grand écran, c'est une expérience enveloppante. Nous sommes dans le noir et nous commençons à entendre pendant 6 minutes de la musique. Et après, les premières images du film. C'est une situation, et c'est pour ça que Nolan parle souvent de l'expérience de la salle. Le film, il est ce qu'il est, quel que soit le format. Que tu le regardes en DVD, que tu le regardes en VOD, que tu le regardes sur ton portable, ça reste la même chose. Mais l'expérience de salle et l'expérience de télévision, c'est ça, c'est l'environnement de cinéma qui fait varier ton expérience. Mais le film reste le même, hein. Ça reste, le mec, il va dire la même phrase, que ça soit sur ton portable ou sur un écran de cinéma. Ça, c'est factuellement vrai. Mais par contre, l'expérience de la salle et la technologie liée à l'expérience de la salle vont te transformer cette phrase, qui est la même dans tous les cas. Parce qu'il va y avoir, tu vas beaucoup plus percevoir l'écho, mais l'écho est le cas dans le cas de tes petits écouteurs ou dans les cas d'une énorme salle de cinéma en IMAX. Hein. Il y aura de l'écho dans les deux cas. Mais l'expérience de volume de la salle de cinéma, par exemple, où le son des enceintes, des très nombreuses enceintes vont circuler dans la salle, ce sera différent. On va profiter du cadre de visionnage. Et c'est pour ça aussi que Nolan parle si souvent de l'IMAX, parce que l'IMAX, c'est non seulement une façon de filmer, mais c'est aussi une façon de montrer. Parce que les salles IMAX sont spécifiques à un certain visionnage. Mais la salle de cinéma, c'est pas du tout son champ d'action à lui. Lui, ce qu'il veut promouvoir, c'est à la maison. C'est les choses au niveau des portables et au niveau de la maison. Donc lui, en fait, la salle de cinéma, il sait très bien ce que c'est, hein, évidemment. Mais il fait mine d'ignorer en fait ce fait-là. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est avoir de plus en plus de gens qui regardent Netflix. Donc il va maximiser l'idée que on n'a pas besoin de se déplacer, on n'a pas besoin d'acheter je sais pas combien de trucs là-bas, parce qu'il y a la place de parking, il faut le popcorn pour les petits, et tout ça, alors que chez soi, on n'en a pas besoin. Moi, ce que je regrette, c'est que on a quand même Spielberg qui avait dit en 2019 « The greatest contribution a director can make is the theatrical experience ». Donc la plus grande contribution qu'un réalisateur peut faire, c'est une expérience de cinéma, de salle de cinéma. Et pour moi, il y a eu quand même des gens qui ont contribué à donner du prestige et de la renommée à Netflix, parmi des réalisateurs qui sont très connus, hein, Guillermo del Toro en prime, ces derniers temps, Martin Scorsese, Cuarón, Spike Lee, Bayona, Fincher, même des gens que j'aime bien, par exemple Paul Greengrass, hein, il a fait des films avec Netflix. Et c'est là où il y a une autre question qui se pose, c'est est-ce que ces gens pensent à leur gueule, à absolument faire des histoires coûte que coûte, quitte à se lier avec Netflix, ou d'autres plateformes, hein, évidemment, ou alors est-ce qu'ils pensent au cinéma, et donc refusent
catégoriquement, quand ils font le film, d'être après mis en plateforme dans un temps, voilà, sans avoir d'abord pleinement exploité en salle leur film. Et c'est pour ça aussi que Nolan était arrivé avec beaucoup de revendications d'exploitation vis-à-vis d'Oppenheimer. Et il les a eues. Et le film a été un succès. C'est ça qui est peut-être le plus incroyable, c'est que le film a été un succès au vu du sujet. Donc j'ai pas envie de dire que ces réalisateurs dont j'ai cité les noms là sont des traîtres, mais ils ont contribué à ça. Ils ont contribué à cette situation. Donc ils viennent pas après se plaindre. Oh là là, c'est... Non mais ils ont été responsables de ça. Alors oui, après ça amène à des sacrifices et peut-être à pas faire certains films. Ah, je suis d'accord, certainement. Et dans ce cas-là, pour eux, le cinéma est moins important que leur envie de créer des histoires. C'est tout. Il faut le dire à un moment. Il faut le dire. Ou alors tu prends plus de temps. C'est soit le cinéma, soit toi. Il y en a qui ont choisi leur ego plutôt que le cinéma. C'est comme ça que ça se joue, hein. Surtout avec justement ces complexes qui se font attraper comme ça et après il y a des reformulations, il y a les bibliothèques de films qui sont données à d'autres personnes et on ne sait pas trop où on va et tout ça on ne sait pas où ça va. Et si nous évoquions un petit peu les films que j'ai aimés cette année. Alors, je vais prendre une petite note sur Letterboxd, parce que oui, j'ai un Letterboxd, mesdames et messieurs. Je l'ai fait en été pendant que je me faisais chier. Et je l'ai complété jusqu'à fin septembre. Moi, ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'il y a 2 films qui, je trouve, sont intéressants cette année que j'ai vus. C'est Mémoire d'un escargot et The Bad Guys 2. Moi, j'ai plutôt aimé The Bad Guys 2. Je l'ai vu aussi dans un cadre où j'étais avec des membres de ma famille, donc forcément ça aide un petit peu. Qu'est-ce que j'ai vu en 2025 ? Je crois que je peux le classer par année. Voilà, alors je n'ai vu quelques-uns, mais c'est pas très joyeux, hein, le contenu de 2025 pour moi. J'ai pas vu beaucoup de choses aussi. Qu'est-ce que j'ai vu ? Alors j'ai déjà mal commencé l'année. J'ai commencé l'année avec Les Lettres de l'Angoisse 2. Donc c'est cette espèce de recueil de courts-métrages supporté par Anthony Pazzona. Le contenu était assez nul. Il y a eu très très peu de métrages qui valaient le coup, à mon sens. J'ai regardé ensuite... Ah si, il y avait un film qui était vraiment très bien. Alors il a un côté un peu cheap, mais il est vraiment très bien. C'est Myth of Man. Je crois que j'en avais parlé un petit peu sur le Discord. Moi, je recommande fortement ce film. C'est muet, totalement. Il y a pas mal d'émotions. Il y a une force de raconter d'un grand événement, mais avec si peu de moyens, que ça en devient touchant, presque. J'ai vu aussi Creation of the Gods 2. Nul, presque encore plus nul que le premier. J'ai vu aussi Captain America Brave New World, qui était aussi pas terrible, qui était très long pour pas grand chose. J'ai vu The Gorge, qui a une deuxième partie surprenante, mais qui est très conventionnelle. J'ai vu Mickey 17, je me suis fait chier. J'ai vu The Cleaners, je me suis fait chier aussi, mais ça m'a aidé pour mon mashup, c'est le seul point que je lui laisse. J'ai vu Minecraft, c'était aussi complètement à chier. J'ai vu Sinners, oui, c'est guère mieux que The Gorge, hein. Il y a quelques points de vue qui sont bien, mais je n'ai pas trouvé ça sensationnel, mais probablement que je n'ai pas trouvé ça sensationnel parce que je suis pas noir. Faut dire les choses qui sont, c'est un cinéma de quota, c'est un petit peu comme Black Panther, ça. C'est pour une communauté et pas forcément pour l'autre. Après, on peut aimer, hein, mais pour moi, c'est les cinémas de black, quoi. C'est Blaxploitation, mais version XXL, mais ils ont le droit, hein, il n'y a pas de souci, mais il faut pas croire que c'est universel, un film comme ça. J'ai vu le film paumé de Luc Besson, Dune and John. C'est pauvre, voilà, c'est pauvre. J'ai vu Thunderbolt, il y a des bonnes idées, mais ça a coûté très cher pour pas grand chose, mais il y a des bonnes idées, je lui laisse ça. Salut Nicolas, est-ce que t'as vu Escape from the 21st Century? Non, on m'en a dit du bien, mais je n'ai pas vu malheureusement.
J'ai vu Until Dawn, c'était nul. J'ai vu Havok. Il y a quelques séquences d'action qui sont super bien, mais c'est dans l'ensemble assez pourri. J'ai vu Mission Impossible Dead Reckoning, c'est aussi nul qu'Havok, voire même plus, tellement c'est étiré. C'est étiré. Oh merde. Oh le truc, il n'en finit pas. Non, il y a des problèmes, ça c'est court-circuité de tous les côtés ce truc-là. Bloodline, là, le Final Destination Bloodline, oui, il y a quelques idées intéressantes. Ça reste conventionnel. Oui, non, c'est honnête. Genre, je voudrais dire que c'est plutôt honnête comme travail. J'ai vu aussi Hurry Up Tomorrow. C'est là sur ce chanteur de concert, je sais plus comment il s'appelle. Je n'ai pas trouvé ça terrible non plus. Mais j'ai pris quelques plans pour mon mash-up aussi. Il y a un moment où il est tout seul dans la ville. Ça m'a fait un peu penser au dernier survivant. Alors j'ai pris les plans. J'ai regardé Huntington. Voilà, c'est ça. De Harry Astor. Il y a quelques bonnes idées. Moi, j'ai bien aimé. Ça se regarde bien. On ne sait pas trop où va le film. C'est intriguant. C'est surprenant aussi d'avoir quelque chose qui n'est pas purement de l'horreur. Donc, on sent peut-être qu'il va muer, qu'il va faire d'autres cinémas. Mais moi, ça me revient. En fait, peut-être pour percevoir en fait que on est toujours un peu dans le même registre chez lui. Il a fait un court-métrage. Je sais plus le nom du court-métrage malheureusement, mais c'est un court-métrage dans lequel il y a un personnage qui dit « L'horreur est quand ta maison n'est plus ta maison ». Et je suis très convaincu de cette phrase, dans le sens où j'ai l'impression qu'elle s'applique à tous les films d'Astor. Et je pense que c'est aussi le cas de ce film-là, de son dernier. J'ai vu aussi Lilo et Stitch, le remake live, c'était pas terrible, mais c'était pas... On l'a beaucoup trash talk et ça se regarde. Il y a quelques choix qui sont différents, notamment la fin, le destin des personnages. Mais ça se regarde. Voilà, mais ça s'oublie. Et ça, c'est quand même triste parce que, quand même, on essaye de générer de l'attention, du divertissement, du souvenir. Et ces films, ils vont disparaître dans l'oubli. Quelques plans, quelques flashs, quelques scènes, éventuellement, pour les plus brillants. Mais là, les films dont je vais vous enchaîner les noms... c'est les films qui vont disparaître dans mon subconscient. Hein. The Fountain of Youth de Guy Ritchie. Ça a coûté un pognon fou ce truc. Mais on s'en fout de ce truc aussi. C'est triste. C'est triste de fou. Ballerina. Il y a une scène de baston dans une cuisine qui est sympa. Tout le reste est nul, quoi. En même temps, on a fait revenir un revenant du film d'action pour faire un truc pareil. Dragon. Le remake live. Pitié. Jurassic World, alors ça c'est encore plus un scandale. J'ai vu F1 aussi, qui est assez classique. Voilà, j'en ai pas un grand souvenir, mais c'est classiquement bien fait. Il n'y a pas d'antagoniste, c'est peut-être la chose remarquable. Il n'y a pas d'antagoniste, voilà, un peu d'un rival magnifique. Non. C'est Brad Pitt et le rookie qui vont essayer de faire remonter l'écurie dans la série de courses. Ça a coûté aussi un pognon monstre ce truc. Enfin bon, c'est là tous ces films là, les Superman à chier. J'ai jamais vu un truc pareil. C'est humiliant en fait. C'est un Superman humiliant. Le mec se fait rabrouer du début à la fin. C'est horrible. Hein. Moi j'ai vu ça, je me dis oh là là. Mais comment tu veux construire avec ça? La Gagne des Rohirrim, ouais, j'ai vu ça. Moi, je ne suis pas du tout réfractaire à ce type d'animation. Je n'en consomme pas beaucoup. J'ai pas regardé le Predator Killer of Killers, mais je crois que c'est un peu la même animation. Moi, j'ai trouvé ça relativement sympa à regarder, mais tu sais, c'est vraiment des choses que tu regardes et que tu oublies presque instantanément après, et c'est dommage. Mais sur le coup, c'était bien. C'était bien, avec un point d'interrogation, Jean Le Dieu, je ne sais pas moi. Mais sur le coup, j'avais l'impression d'avoir apprécié ce que j'avais vu. Mais est-ce que je m'en souviens? Ben non. C'est con, hein. Je sais que voilà, à un moment, il y a le fils d'un chef que la fille, elle a un peu dégommé, qui veut se venger, et il est un peu borné, et puis voilà, quoi, et ça s'arrête là. C'est limité, quoi. J'ai vu aussi The Naked Gun. Alors, il y a 2-3 moments qui sont très amusants. Notamment la séquence avec le bonhomme de neige. Je vous dis rien hein, pour les gens qui n'ont pas vu. Ça, c'est très drôle. J'ai vu quelques documentaires aussi de cette année. J'ai vu un truc qui s'appelle On n'est pas des racailles, qui était bien. C'est bien raconté.
Roland Emmerich aussi, un documentaire sur Roland Emmerich sur Arte. J'ai vu un truc qui s'appelle La défense des animaux, sur les animaux qui prennent de la drogue. Et c'est très amusant. Alors c'est les animaux, vous savez, qui prennent des substances hallucinogènes issues de plantes, hein, évidemment. On donne pas de l'héroïne directe à un chat. Hein. Mais oui, c'est les animaux qui se droguent un peu dans la nature. Et j'ai vu aussi un truc sur Mad Max, bon, qui était pas terrible. J'ai vu, évidemment, The Bad Guys 2, incroyable, formidable, franchement un coup de cœur assuré de l'année. Quelle énergie, quelle puissance, quelle folie aussi de création et de comique. Et comique pour, j'ai envie de dire, toute la famille. Quand j'étais allé le voir avec des membres de ma famille, et il y a certains gags, les plus jeunes avaient ri, et d'autres gags, les plus vieux avaient ri. Et des fois, tout le monde riait ensemble aussi. Donc moi, je trouve que c'est plutôt habile d'avoir joué sur toutes les générations dans ce film-là. Et il y a des histoires, enfin, il y a une scène absolument incroyable où les mecs sont en train de monter sur un missile qui est en train d'être propulsé hors de l'atmosphère. C'est fou, quoi. Pas intéressé par les NASA? Eh ben, figure-toi que je les ai vus, moi. Je les ai vus, ces deux-là. Le premier et le deuxième quasiment juste après. Le premier est un peu limité dans son animation, même s'il y a des très très belles choses. Hein. Il y a l'espèce de garde là de mentor qui a un pinceau et il va peindre des décors avec son pinceau qui deviennent en fait les décors dans lesquels les personnages vont et viennent. Et ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment très bien. C'est bien animé, beaucoup d'énergie. C'est des gags un peu concons avec du caca et des trucs comme ça. Bon, c'est chinois, quoi. Peut-être que là-bas, ils ont un culte du caca. Je sais pas. Mais bon, moi, j'ai trouvé ça un peu puéril. Il faut dire les choses. Mais c'était bien. J'ai vu le deuxième. Alors là, le deuxième, tu comprends pourquoi il a fait 2 milliards au box-office. Oh, la déluge d'action. C'est un truc de fou. Et c'est de l'action très trépidante. Hein. Il y a des trucs, c'est abusé. Hein. C'est très spectaculaire. Hein. Je peux comprendre en fait l'énergie que ça a suscité. Hein. Et puis il y a aussi tout le truc où il y a avec la mer et à un moment il y a un truc dramatique enfin il y a une construction dramatique du personnage qui marche bien. Il y a des personnages qu'on retrouve. Enfin il y a vraiment un bel emballage du bidule et il y a quand même des moments qui sont super beaux. Quand ils vont dans l'espèce de palais céleste là, dans les étoiles là, dans les nuages, il y a des décors et même le petit à un moment il arrive devant une énorme salle et il dit ah putain même les WC ils sont luxueux. Alors que c'était l'eau sacrée, tout ça, alors que le petit il a fait pipi dans l'eau sacrée. Alors après t'as le vieux pépé qui est en train de boire l'eau sacrée, il y a le petit qui veut se barrer du palais quoi. Donc voilà, il y a des trucs, voilà, encore une fois avec du pipi et du caca, hein, mais non, il y a une belle énergie. Les mecs ils ont step up, hein. Mais ce n'est rien. Là, Neza 2, ok, très bien. Mais ce n'est rien comparé à une série que j'ai vue cette année qui déboîte Neza mais en 1000. J'ai jamais vu un truc pareil, un truc aussi poussé, à part peut-être Spider-Man Into the Spider-Verse. C'est une série sino-japonaise qui s'appelle To Be Heroics. Alors ça, là Nicolas Duval et Jean Ledieu qui travaillaient vous deux dans la 3D, la direction artistique, le graphisme, tout ça, regardez To Be Heroics. Donc la série qui est sortie cette année là. Dans cette série, il y a un mec. Donc c'est une série où en gros il y a des super héros qui ont du pouvoir en fonction de l'intensité de leurs spectateurs. Donc plus le mec il a des spectateurs et des gens qui le suivent et qui le soutiennent et tout ça, plus en fait son pouvoir est énorme. Et donc il y a un classement de héros. Voilà, numéro 1, 2, 3, juste. Et on va suivre. La série commence par le 10e. Et au fur et à mesure que la série avance, on va savoir qui est le 10e, le 9e, le 8e, le 7e, le 6e, etc. Et les derniers épisodes, c'est le premier. Et le premier, il a un pouvoir. Il est complètement full pouvoir. Je vais vous le dire parce que c'est un pouvoir qui a été largement montré dans les épisodes de promotion et tout ça, et dans le générique. Le premier, il a le pouvoir. Attention, c'est un méta-pouvoir.
il peut changer le mode d'animation de l'épisode. Si tout d'un coup il est en 3D, et il y a beaucoup de moments dans la série qui est en 3D, et qui veut échapper à des ennemis, il se transforme tout en 2D. Et passe dans les murs en 2D. Vous savez, comme dans Le Prince d'Égypte, quand il y a un moment, le mec qui se met dans le hiéroglyphe là, et qui commence à courir, à se faire poursuivre dans les murs du temple. Et bien là, le mec il fait ça. Et après, tout d'un coup, il rebascule en 3D. Et quand il y a des méchants, il rebascule en 2D. Et ainsi de suite. Et des 2D, 3D, des trucs qui changent. Et ça change la perspective. Il change les décors parce qu'il peut dessiner les décors. Enfin, c'est complètement fou. Et on a deux épisodes où tu vois en fait le mec, il est juste invincible. Et c'est pas un méchant, c'est juste un mec, voilà. C'est un employé de bureau et tout ça. Mais la nuit, par contre, il devient X. Voilà. Le mec, le héros, il s'appelle X. Et à la fin de la série, en fait, il va rencontrer tous les autres héros. Et bien sûr, ce sont des héros qui ont eu des déboires, des obstacles, et même à un moment, ça devient presque The Boys et Watchmen dans les mêmes épisodes, tellement en fait les trucs, c'est des machins politiques, parce que dès qu'on parle d'audience, il faut maintenir les audiences, donc des fois il y a des trucs qui se font en douce, où en fait tu te rends compte qu'il y en a qui sont des vrais pourris, enfin franchement, c'est trop bien. Mon frère, il m'avait dit, ouais, regarde ça, c'est vachement bien. Je regarde ça, je lui dis, oh, merde. Et en fait, ce qu'ils font, et ça, je trouve une tendance chez les Japonais ces derniers temps, c'est que l'intensité du moment, avec l'intensité du moment, ils font varier l'intensité de l'animation. C'est comme dans One Punch Man. Dans One Punch Man, les moments où c'est des trucs de fou, et c'est pas le dernier épisode qui me fera défaut, hein, sur ça. Quand il y a des trucs de ouf qui se passent, c'est super bien animé. Et quand c'est des trucs comédie, des trucs un peu basiques, c'est super mal animé. Eh bien, To Be Heroics, c'est la même chose. Mais à un niveau, vous n'avez pas idée. Quand il y a des trucs basiques qui se passent, tu vois que c'est dégueulasse, que les figurants à côté, ils sont super mal faits. Mais par contre, quand il y a de l'action, alors là, c'est un déluge d'effets, les mouvements fluides, les mouvements de caméra, les effets d'action, d'énergie, comme ça, de mouvement, de focus, de particules. C'est un déluge. Vous pouvez voir le premier épisode gratuitement sur YouTube. Je crois que c'est en français, hein. Ça vous donne l'idée du truc. Moi, j'étais un peu choqué et surtout, alors il semblerait que ce soit le 3e volet de saison, mais vous pouvez largement regarder juste la 3e saison et pas les 2 précédentes, parce que c'est des anthologies, c'est des choses, des choses fermées, voilà. Elles ne communiquent pas entre elles. Donc vous pouvez regarder la 3e saison sans avoir vu les 2 précédentes. Il n'y a aucun souci. Moi, je n'étais absolument pas gêné par ça. Voilà, je tiens à le dire. Quand moi j'ai essayé de me renseigner, j'ai vu qu'il y avait d'autres trucs avant. Un truc qui s'appelle To Be Heroine, mais ça n'a rien à voir. Voilà. Moi, j'étais choqué. Ça, c'est vraiment... Si je devais prendre la production audiovisuelle, assurément, To Be Heroics, c'est le coup de cœur de cette année. Pour moi. Assurément, mais de loin. Là, c'est petit instant promo, hein, mais ouais, moi j'étais très très impressionné par To Be Heroics, hein, et je remercie mon frérot, hein, qui me l'avait suggéré. Et donc pour les gens que ça intéresse, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi j'ai eu à la regarder. Et n'hésitez pas évidemment sur le Discord, si vous l'avez terminé, de me dire ce que vous en avez pensé. Donc ensuite, moi qu'est-ce que j'ai vu encore ? J'ai vu quelques films, j'ai vu Nobody 2, c'était nul. Begonia, il y avait quelque chose, moi j'aimais bien la description de portrait qu'il en a fait. Après, je sais que c'est une sorte de remake d'un film coréen, il me semble, Save the Green Planet, que je n'ai pas vu. Mais moi, je trouvais ça convenable. C'était un peu long, mais en même temps, la longueur fait partie du procédé d'insister sur la perte un peu de repère de ces gens-là et comment, en fait, on peut faire plier quelqu'un qui est un peu séquestré ou pas, justement. Comment la psychologie se déroule entre eux. Et ça doit s'inscrire dans le temps forcément. J'ai vu aussi Évanoui, donc Weapons, que j'ai trouvé très très bien. J'aime beaucoup le fait que le film soit coupé en 2. Il semblerait que ce soit une constante chez le réalisateur, d'avoir ah oui, voilà, quand on connaît Save the Green Planet, oui, moi je ne connais pas, donc je ne sais pas le fossé qui sépare les 2 films, évidemment.
Oui, Weapons, moi j'ai trouvé ça intéressant d'avoir ces films coupés en deux où au début on essaie de coller les morceaux et au final c'est pas exactement ce qu'on attendait et le film devient après plus conventionnel, mais moi je trouvais que c'était très bien emballé, que c'est assez flippant d'avoir les gens dépossédés de leur corps qui se déplacent comme ça en mode ninja Naruto. Moi j'ai déjà beaucoup plus apprécié le film que Barbare. Donc moi je lui souhaite du plaisir, je lui souhaite de continuer à faire des projets. En plus Weapons a, je crois, très très bien marché au box-office, donc il n'y a pas de raison qu'il continue pas. J'ai vu Frankenstein, c'est très long et c'est finalement pour pas grand chose. Il y a quelques moments qui sont très beaux. Moi j'ai beaucoup apprécié la deuxième partie où le monstre présente en fait sa vision des choses, mais c'est sa vision des choses complètement partielle. Ce qui aurait été formidable, c'est d'avoir la vision d'un événement de la part du point de vue de Frankenstein et le même événement dans la vision du monstre. Mais ça, bien sûr, il ne le fait pas. Alors ça aurait été vraiment épouser une vision ou une autre, laquelle vous préférez. Mais ça, non, évidemment. Il faudrait être intelligent pour le faire. non, mais il est clairement que, voilà, il représente le monstre comme il représente l'autre monstre. Les deux se valent. C'est pas, finalement, il prend pas parti. Parce que je trouve qu'il y a assez peu de choix dans le cadrage, dans la lumière, dans ce qu'on fait dire, dans le mouvement, qui sépare les deux. C'est la même chose. Je trouve ça dommage, parce qu'il aurait pu prendre le parti de montrer tout ce qui se passe avec le scientifique, peut-être en un peu moins long, de le montrer comme quelque chose de sinistre, et travailler tout ça. Pas avoir la belle lumière et tout ça. Et après, quand il parle du monstre, il nous montre avec de la belle lumière ou tout ça. Ou l'inverse. Quelqu'un qui va apprendre à apprécier la lumière du soleil. Donc les premiers plans sont dans la pénombre. Il fait pas de choix. Pourquoi ? Parce que c'est un film Netflix. Un film Netflix veut bien éclairer en tout et pour tout. Ce sont pas des choix de cinéma, là. C'est pauvre. Et qui plus est quand les décors sont à chier. Parce que là, nous vanter, oui, alors le bâton, on l'a fait en vrai et tout ça. Ouais, mais attendez, vous avez vu le setup, la banquise. Mais c'est pas une banquise, ça. C'est un plateau de cinéma. Et ça se voit. C'est affreux. Moi, j'ai trouvé ça dégueulasse, hein, ce qui se passe en Antarctique, ou je sais plus où il est, là, au pôle Nord. Plutôt au pôle Nord, hein, quand en Antarctique. Oui, au pôle Nord. Moi, j'ai trouvé ça affreux. Hein. Et puis bon, vous savez, hein, il y en a certains qui s'amusaient à dire oui, c'est un ingénieur, tout ça. Mais c'est une trop belle créature. Voilà. Mais parce que, tout simplement, Del Toro aime les belles créatures. Mais c'est même plus des monstres, en fait. Alors les monstres, c'est l'humain. Ah oui, bon, ça on le sait depuis Elephant Man, très bien. Est-ce que t'as pas autre chose ? Non. Ok, bah très bien. Donc c'est insignifiant en fait. Au bout d'un moment, en fait, puisqu'il se répète tellement que ça en devient d'un ennui mortel. Voilà, et je me suis assez ennuyé devant Frankenstein. Même s'il y a 2-3 paroles qui sont plutôt jolies, notamment une citation du monstre. C'est un moment, il parle des mots. Que le langage est fait de mots et enfin il y a quelque chose de très beau au niveau du langage, de l'apprentissage du langage, et c'est pour ça que j'ai aimé cette deuxième partie de Frankenstein. Mais dans l'ensemble il pourrait ne pas exister oui, depuis Freaks, oui, si on pousse encore plus loin évidemment, tu vois, c'est là où Luc, on parlait de généalogie précisément, tu vois. J'ai vu House of Dynamite de Catherine Bigelow, que j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé ça d'autant plus intéressant qu'on ne sait pas si le missile existe vraiment. Parce qu'en effet, le missile est sur les écrans. Mais pendant tout le film, on nous montre qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas numériquement. Des écrans qui ne s'affichent pas, des gens qu'on n'entend pas, des caméras qui ne marchent pas. Mais peut-être qu'il y a aussi des systèmes de reconnaissance qui ne marchent pas. Même les missiles ne marchent pas. Donc pourquoi pas les systèmes de scanner qui détectent un truc qui n'est même pas un missile ? On ne sait pas. Et donc c'est aussi l'idée de jouer l'enjeu mondial sur des choses qu'on n'a pas vues en vrai. Et le réel est absent de House of Dynamite. Et c'est ça qui rend, en fait, la réaction des gens dans le film terrifiant. Moi, ça m'a terrifié de me dire, les mecs n'ont aucune confirmation réelle qu'un missile, parce qu'ils ne peuvent pas le voir. Le missile, il est au-dessus de l'atmosphère. Ils ne peuvent pas le voir. Et c'est ça qui est terrifiant. Ils ont aucune confirmation de ça. Ils ont juste des écrans qui disent il y a un machin qui arrive. C'est tout. Et ils doivent prendre une décision. Et c'est là où je trouve vraiment c'est très fort. Et on le voit, on a des strates en fait de niveau de décision qui sont peu à peu montrées.
jusqu'au président, qui doit prendre une décision forte, et on ne sait pas qu'est-ce qu'il va prendre comme décision. Non, c'est très 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 bien, hein, House of Dynamite. Hein. Vraiment très bien. Là, sur Letterboxd, je lui ai mis 4 étoiles. J'ai fait un tout petit texte aussi. Un tout petit texte. Une bataille après l'autre, moi je trouvais ça très bien aussi. Ouais, moi je trouvais ça très bien. Et on parlait voilà, de politique avant, l'engagement politique. Moi, la première chose que j'ai dite quand je me suis tourné vers mon ami, c'est pas oui, c'est un film de gauche ou je sais pas quoi. Hein. Je lui ai dit le DiCaprio, tout ce qu'il a dû faire pour essayer de retrouver sa fille. Parce que pour moi, le film, il fait passer tellement un mauvais quart d'heure à DiCaprio, c'est une fuite en avant. Il fuit les flics et les problèmes pour essayer de retrouver sa fille en allant de l'avant. Et en même temps, il y a toute cette organisation du territoire par les migrants et les révolutionnaires, et de l'autre côté, des espèces de groupuscules de super richards qui organisent des battues, là, et c'est littéralement des battues, hein, là, quand ils vont dans les maisons là, pour dégager les gens, et qui engagent des mercenaires pour zigouiller telle ou telle personne. Et ces deux groupuscules, qui ont finalement les mêmes modes opératoires, hein, en se cachant dans des espèces de petites salles ou dans des petits couloirs, sous des tapis ou sous des cuisines, qu'est-ce qui les sépare? La route américaine. Et donc cette route américaine va être le théâtre en fait de violence. La route de la ville, dans laquelle il y a des manifestations, ou la route à la fin du film, dans laquelle il y a les meurtres là et les carambolages de voitures. Moi, je trouve que c'est très très bien. Voilà, il faut y penser encore un petit peu après pour se dire ouais, mais cette séquence, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Ou cet angle de caméra, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il y a des choses comme ça dans le film qui restent, quelques images. Il y a par exemple un immeuble la nuit. La façade d'immeuble est éclairée avec le drapeau américain. C'est très étrange ça. Chaque fenêtre, c'était une couleur et ça formait le drapeau américain. Pourquoi? La question, elle est là. C'est thématique, c'est symbolique. Mais c'est intéressant. Le film est intéressant. Et à la fin, le film il dure quand même 3 heures. Hein. Non, un peu moins, je crois, 2h40 ou 2h50. Il y a quand même une petite émotion quoi, quand DiCaprio il arrive à la fin de son parcours. Quoi. Donc écoutez, sur cette année, j'ai pas vu grand-chose. J'ai vu vraiment un minimum syndical. Et pour la plupart, vous avez entendu, c'est des films américains. Hein. Ah oui, j'ai vu aussi un documentaire sur le Crazy Horse. Hein, le Moulin Rouge, là. Non, attends, le Crazy Horse ou le Moulin Rouge? Oui, ça, le cabaret, oui, le Crazy Horse. Le cabaret nommé Désir. Voilà, c'est le titre du documentaire. Moi, j'ai été assez emballé, le Crazy Horse Paris. Il y avait de bons choix, il y avait des choses qui étaient racontées un petit peu avec une voix off pour englober un petit peu l'histoire du projet. Et je crois qu'il y en avait un autre qui était fait en 2011 qui montrait un peu plus la fabrication de spectacles avec lesquels je suis peut-être un peu plus d'accord, mais dans l'ensemble, oui, les quelques documentaires que j'ai vus, ils étaient très bien, et les quelques films que j'ai vus, vous savez, il faut creuser un petit peu, et à un moment, on soulève des choses, hein, mais il est clair qu'il y a des grandes attractions que je n'ai pas encore vues, mais je rattraperai ça au fur et à mesure, hein, vous savez, moi je rattrape toujours un peu à l'écart. Alors, j'ai un sujet, ça m'était donné par un ami qui a un autre ami qui est un petit peu coincé dans des considérations. Il considère que les meilleurs réalisateurs sont foncièrement aux États-Unis. Alors, il m'a posé 3 questions, mais on va déployer un peu sur ces 3 questions. On revient encore aux États-Unis. Hein. Est-ce que les meilleurs réalisateurs sont foncièrement aux États-Unis? Est-ce que les États-Unis sont les meilleurs dans le cinéma parce qu'ils ont le budget et le savoir-faire? Est-ce qu'un film a besoin nécessairement d'un scénario? Doit-on juger essentiellement un film sur sa dramaturgie? Ça, c'est une question à part. Meilleurs réalisateurs sont foncièrement aux États-Unis. Les réalisateurs de quoi? Des réalisateurs de films. Faire un film, on a pu constater avec tout ce qu'on a pu voir en film depuis des années et des années, qu'il y a bien des façons de faire des films. Donc à partir de là, c'est une utilisation du langage, une utilisation de certains outils, des outils de scénario, des outils d'acteurs, on en parlait avant, qui varient d'un individu à un autre. Il y a du budget pour travailler selon certaines dynamiques. Il y a aussi les courants historiques qui font que il y a des filmographies qui ne fonctionnent pas de la même façon que d'autres, des pays qui ne fonctionnent pas de la même façon que d'autres.
le cinéma américain tient beaucoup plus la main de son spectateur, ça on le sait. Est-ce que dans ce cas-là, cet ami dont me parle mon ami, l'ami de mon ami, et peut-être mon ami, je ne sais pas, est-ce que dans ce cas-là, cette personne a besoin d'être tenue par la main et en reçoit de la satisfaction? Donc c'est quelqu'un qui ne veut pas réfléchir devant les films. Donc à partir de là, je ne pense pas qu'il faille, comme le fait mon pote, le forcer à être plus curieux. Si c'est quelqu'un qui a besoin qu'on lui tienne la main, parce que dans la vie, il est tout seul ou il a des problèmes à être en autonomie. Donc quand il va voir un film, il aime bien être tenu par la main, qu'on lui dise ce qu'il doit ressentir. Donc pour moi, il y a un souci quand même d'ouverture. Et ça, on en avait parlé, j'en avais discuté avec mon pote. Il y a un souci d'ouverture, mais je pense que c'est littéralement lié au comportement de la personne. Et c'est en cela que il revient toujours au cinéma des États-Unis. Et dans ce cas-là, si on creuse plus loin, qui aux États-Unis? Parce que il y a beaucoup de réalisateurs américains. Ils ne fonctionnent pas tous de la même façon. Et dans ce cas-là, on peut trouver des exemples aussi hard et qui pourraient faire fuir cette personne que des exemples qui le brossent dans le sens du poil. Jerry, c'est fait par Gus Van Sant. C'est pas la même chose que La Guerre des Mondes de Spielberg. Et pourtant, ce sont deux films américains. Donc je pense que, je vais étendre un petit peu, mais je pense que cette personne, elle a besoin qu'on lui tende la main parce que dans la vie, il est désemparé. Voilà, donc il va avoir un peu de contrôle sur sa vie, alors il pense avoir du contrôle en regardant des films dans lesquels tout est contrôlé. Bon, bah dans ce cas-là, c'est un problème de comportement à modifier. C'est pas un problème vis-à-vis de la culture qu'on pourrait ouvrir. Parce qu'il faut que la personne ait envie de s'ouvrir. On va pas le forcer. Et ça amènera après la personne à refuser en fait de forcer. Donc le meilleur réalisateur, c'est une affaire de point de vue, ça. Combien de fois on a des réalisateurs américains qui parlent de films européens ou de films d'autres contrées en disant que c'est un film incroyable, qui mérite toutes les éloges et tout ça. Parce que eux, Américains, voient dans d'autres filmographies dans d'autres pays des maîtres aussi. Donc à ce moment-là, posons-nous des questions. Pourquoi tel ou tel réalisateur parle de tel ou tel réalisateur japonais, comme Akira Kurosawa, comme un grand maître? Parce que lui, il a trouvé des choses dans son cinéma qui le frappaient. Je pense à Spielberg, ou à George Lucas. Le réalisateur, là, James Cameron, avec RRR, il a trouvé quand même Cameron qui fait un cinéma populaire, très maîtrisé, gros réal, apprécié de tout le monde, meilleur réal comme disent certains. Mais lui, il a été enchanté, il a trouvé le RRR incroyable et tout ça. Et on voyait, il y avait un petit moment qui était passé sur Internet où on voyait presque Cameron fasciné et il commençait à parler avec Rajamouli. Rajamouli, il savait plus où se mettre parce qu'il était ultra heureux qu'un mec comme James Cameron retombe presque comme un petit garçon à lui parler de plans et de musique et tout ça. Ça veut dire peut-être que il faut aussi s'ouvrir en regardant les perspectives des autres films vus par les réalisateurs qu'on adore. Donc si tout d'un coup cette personne qui est bloquée sur le cinéma américain voit qu'il y a un réalisateur qu'il adore adorer des filmographies d'un autre pays, il faut se renseigner et essayer de voir en fait cette filmographie. Et là, ça pourrait être la porte d'entrée pour qu'il puisse s'ouvrir à d'autres choses. Si mon réalisateur préféré me dit « ce film-là, c'est de la balle », t'as envie de jeter un coup d'œil, quoi. Et c'est pour ça que les combini là, de ciné-club sont vachement intéressants. C'est que tout d'un coup, on a le réalisateur qui est devant des DVD, il nous pointe ce DVD, il dit « chef-d'œuvre ». Et toi, tu regardes, tu n'as jamais vu le titre, t'as envie de jeter un coup d'œil. Je pense que mon ami regardera cette partie de la FAQ. Je pense que c'est là peut-être une ouverture qu'on peut essayer de faire. Mais il faut aussi que la personne y donne un peu du sien, de regarder des interviews où le réalisateur va conseiller des films, ou va parler d'un film qu'il a beaucoup aimé. Et là, ça permettra peut-être de voir d'autres perspectives. C'est pas facile, mais il y a peut-être moyen. Est-ce que les États-Unis sont les meilleurs dans le cinéma parce qu'ils ont le budget et le savoir-faire? Pas spécialement. En fait, c'est des affaires d'échelle.
Mais parce qu'ils ont fait un système qui n'est pas le nôtre aussi, pour faire des films. Et ils l'ont industrialisé, en faisant des techniques cruelles de façon de procéder pour faire des scénarios ou pour faire des films. Ils l'ont modifié profondément. Donc à partir de là, meilleur, pas meilleur, sur quelle base exacte. Parce que tout le monde sait faire un travelling, hein. C'est pas un problème, c'est pourquoi tu le fais le travelling. Il y a des cinémas qui ne tiennent pas la main du spectateur. Il y en a d'autres qui tiennent beaucoup la main. C'est pas parce que tu tiens plus la main que ton voisin que t'es meilleur. Les cinémas qui sont peut-être les meilleurs, c'est les cinémas qui te laissent plus de marge. Pas totalement, mais assez. Pour que tu puisses aussi réfléchir et jouer avec le film. Des films qui sont trop verrouillés, on parlait de ceux de Spielberg, ouais, c'est très bien fait, mais à un moment, t'as envie aussi un peu de t'exprimer. T'as envie d'avoir un peu de place pour réfléchir dans le film. Ça, pour moi, le cinéma américain, c'est le meilleur cinéma. Ça, c'est une réflexion d'enfant, en fait. Mais d'enfant intellectuellement parlant de cinéma. Nous sommes d'accord. Verrouillé et subventionné. Ouais, mais tu vois, là, quand je vois subventionner John Le Fool, les comédies françaises, ce sont des films très verrouillés, mais ce sont des films qui peuvent être largement regardés par des enfants. C'est des films qui ne sont pas... C'est pas pour autant que ce sont des bons films, hein, que ce sont les meilleurs films, tout ça. Hein. Mais il y a quelques films qui sont travaillés, verrouillés, qui sont de très très bons films. Hein. Moi, je trouve comment ça s'appelle ? Le sens de la fête, avec Bakri, là. Je crois que c'est le titre du film. Hein. Ça, c'était très très bien. Hein. Et c'était très verrouillé. Hein. Mais c'était bien fait. L'argent, était là où il fallait. Il y avait les travelling, il y avait le montage, il y avait la musique, il y avait l'énergie de l'écriture des personnages. Tout était très très bien fait. Hein. Il y a beaucoup de films, les réalisateurs français s'en sortent très bien hein, et font les films qu'ils veulent. Mais ils n'ont pas besoin de tout le budget que les Américains ont. On n'a pas besoin de tout ce déploiement quand on fait des films en France. Les Américains, ils veulent faire des gros machins, alors ils font des gros machins, et il est clair que les dernières grosses productions, c'est pas très intéressant. Mais aussi parce qu'ils ont conditionné leur cinéma à être ça, tout comme on a conditionné le nôtre à être une telle ou telle production. Et ça s'arrête là. On conditionne le cinéma. Donc bon, moi j'insisterai pas davantage, mais je pourrais toujours en reparler avec mon ami, mais pour moi c'est une affaire de conditionnement et une affaire aussi d'ouvrir à partir de ce que la personne connaît bien. Voilà, pour terminer sur les questions de mon ami. Le cinématographeur, le youtubeur qui a produit un livre d'analyse sur Steven Spielberg. Ah, et ok, il y a un point. Étant donné que c'est l'un des réalisateurs les plus analysés et selon ce que tu penses de Spielberg à la base, est-il possible pour un réalisateur dont le cinéma est facile à comprendre par beaucoup de monde, de trouver de nouvelles analyses à faire qui n'auraient pas été faites avant ? À quoi ça sert d'analyser encore et encore des gens comme Spielberg sans répéter ce qui a été dit? Ah, ça c'est toute la question, mon cher. Moi, je préférerais largement travailler sur Nolan parce que Nolan, on a beaucoup d'écrits sur comment il a fait ses films, mais on n'a pas beaucoup d'écrits encore sur qu'est-ce qui se passe dans ses films. Donc là, il y aurait à creuser. Mais Spielberg, c'est peut-être parce que le langage est évident à voir que c'est facile pour écrire dessus. Mais des gens dont le langage est plus compliqué, ou tout simplement pas notre culture, là, on va pas se risquer. À quoi ça sert d'analyser encore et encore des gens comme Spielberg sans répéter ce qui a été dit? Oui, ça c'est tout le propos, hein, et je vois pourquoi tu me parles du cinématographeur, hein, de Victor Norek. Hein. Surtout que je pense que ça revient... Ah, en plus tu me fais une transition, Charles, magnifique. Une transition... d'un propos que j'ai entendu sur Criticat, avec lequel je suis 100% d'accord, et qui fait défaut, je trouve, au cinématographeur, puisqu'il ne pense pas autrement que comme ça. C'est l'impression qu'il donne. Il est dit, dans une... Je sais plus où c'était, je crois que c'était dans une de leurs dernières vidéos, un sujet ne se postule pas, ça se déduit. Et là, je revois toutes les démonstrations du cinématographeur qui semble partir d'un point de démonstration et va développer via des exemples et ce qu'il voit dans la mise en scène. Sauf que moi, je considère que ce n'est pas une bonne démarche à faire. Alors, c'est peut-être la seule démarche à faire quand on fait un livre. Mais quand on déploie une analyse, je pense qu'il faut d'abord partir du film et après déployer le propos.
via ce que tu observes dans les films en premier temps. Parce que le spectateur, lui, il va suivre avec toi. Donc, si tu commences par déjà dire bon, je vais vous démontrer ceci, bah, tu prends de l'avance sur le spectateur parce que lui, il ne sait pas encore ce que tu as vu. Donc, tu te places en tant que professeur. Et ça peut être un peu mal interprété, ça peut être refusé par certains spectateurs qui n'ont pas envie d'avoir quelqu'un qui se prend pour un prof en face de lui. C'est pour ça que quand moi je fais les analyses, généralement, les analyses de séquences, je commence par voir la séquence et la décrire, et peu à peu, je mets en place des choses, pour après arriver à la conclusion qui serait cette séquence, elle veut dire ça. Mais je commence pas par dire cette séquence, elle veut dire ça parce que. Ça, c'est pas pédagogique. C'est plus eye-catchy parce que tu sais tout de suite dans quoi la personne va rentrer. Et tu te dis ah oui, mais pourquoi donc? Eh ben parce que ça. Ok, bon, c'est jouer, c'est faire du storytelling d'analyse. Hein. Mais c'est pas être pédagogue en partant de la base. La personne, quand elle fait son analyse et qu'elle le présente à un public, elle a fait tout ce travail de base, évidemment. Hein, elle a travaillé sur la séquence, et après elle en a déduit des trucs, et après elle a trouvé un thème. Mais le spectateur, lui, il n'en sait rien. Et je trouve ça plus naturel de repartir de la base et de refaire le chemin avec le spectateur. Tu l'accompagnes par la main et tu dis, bah, regarde, il y a ce travelling vers le personnage de Meryl Streep. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, dans ce plan-là, on avait une personne en amorce. Eh bien, avec le mouvement de travelling, la personne en amorce, elle disparaît. Il n'y a plus que Meryl Streep. Regarde aussi le cadrage. On commence sur un plan moyen sur Meryl Streep et on termine sur un gros plan. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on se rapproche de ses émotions. On se rapproche de ses convictions. Et donc, avec le texte qu'elle prononce à ce moment-là, au moment de ce travelling, eh bien, c'est une conviction politique qui est mise en avant. Et si tu écoutes la musique est aussi plutôt héroïque. Donc ça veut dire peut-être que Spielberg est en accord avec les propos tenus par Meryl Streep. Et voilà, et à partir du langage, à partir de la scène, je déploie le thème. Je commence pas à dire, voilà, l'héroïsme politique chez Spielberg. Donc voilà, non, on commence par l'écriture, la description de la scène. Voilà, et alors je sais, j'ai pas du tout lu le bouquin du cinématographeur, hein. Je sais pas comment il se prépare, enfin comment il travaille dans son texte, hein. Mais moi quand je vois ces propos, on dirait que les spectateurs on dirait que Victor Nourek n'a pas besoin de spectateurs, qui parle tout seul en fait, qui parle tout seul dans le vide. Il n'inclut pas les spectateurs dans son propos. Il ne cherche pas avec lui, le spectateur. Tout est déjà donné sur table. Et il ne faut pas donner cette impression. Cette impression d'être vain. Et qui plus est, ça me fait penser à autre chose maintenant, vis-à-vis de Nourek. Le spectateur ne peut pas reprendre le propos. C'est trop dense. C'est trop complexe. C'est pas assez tenu pédagogiquement. Je vois mal, mais vraiment je vois mal, quelqu'un me reciter tout le bloc concernant Fenêtre sur cour qu'a fait Victor Nourek à un dîner ou en face de moi. Il en sera incapable. C'est pas présenté de façon pédagogique pour que ça puisse rentrer dans le cerveau des gens. Parce que faire une très jolie vidéo de 1 heure sur tel ou tel film de façon brillante, démonstration scientifique et tout ça, très bien. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui reste après. Parce que sinon c'est complètement vain. Donc il faut être plus lent. Il faut se poser la question, est-ce que je pourrais retenir tout ce que je dis? Après, bien sûr, on peut faire pause et reprendre plus tard. Ça, je l'entends totalement. Mais il faut quand même qu'à la première écoute, il y ait des choses qu'on puisse attraper et maintenir en fait dans notre esprit. Et ça, vis-à-vis je me rappelle vraiment de la vidéo sur Fenêtre sur cour, ça va trop vite. Parce que monsieur veut tout raconter. Et il l'avait dit à moitié dans une espèce de masterclass qu'il tenait avec son frère qui est écrivain. Il disait, moi je veux tout savoir, je veux tout prendre, je veux tout... Ouais, mais à un moment, tout savoir c'est une chose, mais il faut aussi peut-être faire un traitement des informations qui seront utiles pour le spectateur. Il ne faut pas tout balancer comme ça. C'est faire aucun choix. Et peut-être que justement dans son livre, il n'y a aucun choix. Il balance tout, voilà. Donc bon, j'ai pas lu les livres, donc je peux pas aller plus loin, évidemment. Tu charges à fond d'arguments pour éviter qu'on passe de temps à remettre en question l'ensemble. Ouais, il y a un peu de ça, peut-être, chez Victor. Hein. Il se blinde au point de... Mais moi, je le fais des fois dans mes critiques. Hein.
Tu sais, moi, quand j'avais fait la critique de Furiosa, c'est la dernière grosse critique que j'ai fournie. Je m'étais blindé pour tout. J'avais vu tous les avis contraires que j'ai pu voir sur IMDb ou sur Internet, sur YouTube et tout ça. Et j'avais prévu tout le contre-argumentaire par rapport à ma vision, ma conviction vis-à-vis du film. Et j'essayais de faire vraiment... il n'y ait aucun moyen de me contredire. Pour certaines vidéos, j'avais fait ça, ouais. Mais par contre, ça donne des vidéos très très longues, hein. Comme les vidéos de Victor ou les livres. Donc il a l'air de ne pas avoir de souplesse. Ouais, peut-être. Après, il aura une souplesse dans la connaissance du film. Donc là, il pourra rebondir. Si toi, tu lui dis un truc par rapport au film, bah lui, il saura rebondir et donc il a quand même une souplesse. Mais après, si lui, il est borné, moi, je n'ai jamais parlé avec lui, hein, donc je ne sais pas, hein. Mais s'il est borné à dire « ce film, c'est que ça !» Ah bah là, c'est un problème de comportement. C'est même pas le problème du film ou le problème de... Là, c'est un problème de comportement. C'est un caractère obsessionnel compulsif, hein. Là, Mais encore une fois, moi, je n'ai jamais parlé avec lui. Donc, je peux pas m'avancer comme ça vis-à-vis de... Moi, je peux que constater ce que je regarde dans ses vidéos ou des interventions chez d'autres personnes. C'est tout. Moi, je pense que, tu sais, avec une certaine génération qui va arriver, on va avoir d'autres réalisateurs qui vont être mis en avant. Quand tu parlais d'analyser encore et encore, on va avoir d'autres gens qui vont être intéressés par d'autres réalisateurs. Je suis sûr qu'il y aura plein de gens, des universitaires, des gens qui vont vouloir écrire des bouquins, qui vont écrire des bouquins sur Ari Aster, par exemple, hein, ou sur Greg Zahler, par exemple. Hein, ou sur d'autres, des gens qui ont des petites filmographies, mais qui peu à peu vont établir une œuvre. Et il faut juste laisser le temps. C'est une affaire de génération qui vont passer pour d'autres personnes, et ainsi de suite. Donc, ou sur de l'animation récente, vraiment récente. Il faut juste laisser le temps, et je suis sûr qu'il y aura toujours des gens qui auront envie d'écrire sur des nouveaux réalisateurs et voir des choses émerger comme ça, et la pensée traversera le public, s'ils ne sont pas devenus, d'ici là, analphabètes. Alors, puisque Stéphane Michel est là, autant faire ses questions, n'est-ce pas? Alors, tu m'as posé plusieurs questions. Alors, la plupart vont être assez rapides. Les attentes particulières pour 2026, j'en ai parlé longuement. Je pense que le film qui va être mon attraction de 2026, c'est The Odyssey. Y a-t-il un film récent dont le montage, puisque c'est ton domaine, t'a vraiment impressionné ou apporte, selon toi, des idées neuves? Alors j'avais parlé la fois précédente de To Be Heroics. Alors attendez, je vais sur mon Letterboxd, parce que sur Letterboxd je peux voir les films que j'ai vus récemment. Alors, ils sont pas tous présents, hein, mais je peux avoir un panel assez rapide. Oui, To Be Heroics, il a des perspectives, pas forcément de montage, mais des raccords, des choses comme ça qui sont assez fortes. En montage, vraiment quelque chose qui m'aurait surpris. Franchement, pas spécialement. Il y a toujours des coupes intéressantes, hein. Moi, je me souviens de ce plan, de ce raccord assez incroyable dans La Passion d'Odin Bouffant que j'ai vu récemment. Donc, c'est un film sur la cuisine, hein. Et dans ce film-là, à un moment, il y a la femme qui est pas très bien, qui sent un peu, ouais, qui a un problème au cœur, on sait pas trop. Et donc, il y a son mari qui lui fait la bouffe. Et c'est, vous savez, une bouffe très très travaillée en cuisine et tout ça. Et à un moment, il apporte le dessert. Il apporte le dessert et c'est une espèce de poire enrobée dans une espèce de papier fin en biscuit. Enfin, vraiment un truc ultra élaboré de fou. Et on a un plan sur la poire. C'est une belle poire comme ça qui fait une belle courbe et tout ça. Ok. Et le plan suivant, c'est presque un match cut. Le plan suivant, c'est une porte qui s'ouvre et on voit le dos nu et les fesses de Juliette Binoche, mais alignées en courbe comme la poire. Et c'est très amusant de voir ça. Je me dis, oh les gars, ils se sont fait plaisir. Et c'est bien sûr l'objet du désir, hein, parce que les deux s'aiment énormément. Il manifeste en fait son amour de sa femme, c'est aussi l'amour de la cuisine, parce qu'il fait la cuisine avec sa femme. Ce film-là, moi j'ai été très surpris du film. Parce que je me disais, oh je vais bien aimer, on va voir de la cuisine et tout ça. Mais j'étais très surpris de la qualité, du temps donné, du son enregistré, de tout ce travail de cuisine. Et c'est vraiment... moi j'ai beaucoup aimé, hein, La Passion d'Odin Bouffant. Je pense que je ferai une semaine spéciale sur la cuisine aussi à un moment. Forcément ça arrivera à un moment. Et
Dodin Bouffant sera la pièce maîtresse. Hein. Je suis en train de regarder un peu sur les films que j'ai vus récemment. Il y a quelques raccords qui étaient assez habiles dans Smile 2. Des raccords de montage qui étaient vraiment bien trouvés, je trouvais. Bon, il y a beaucoup de films que j'ai trouvé pas terribles ces dernières années, même, on pourrait dire. Après, j'ai pas noté tous les films que j'ai vus, donc c'est ça qui est un petit peu dommageable. Il y a des choses que j'aimais bien, même si c'était un petit peu un moment artificiel, un peu maniériste dans L'amour ouf. Mais je trouvais que il y avait des forces dans le montage qui donnaient toute l'intensité à la scène. Des raccords, des montages alternés, un plaisir aussi de faire ces plans. Je pense que que Lelouch a eu vraiment beaucoup de plaisir à faire son film. Ça se voit. Il nous partage ce plaisir, des couleurs, du regard aussi. Il nous partage beaucoup un plaisir de regarder des plans dans son film. Mais à un moment, je parlerai aussi de L'amour ouf. J'ai vraiment beaucoup aimé L'amour ouf. Hein. Je trouve que scénaristiquement, le film est amputé de je sais trop quoi, notamment la deuxième partie. Le film n'est pas assez long, en fait, je pense. Pour nous faire ressentir la fresque, le film n'est pas assez long. Anora avait aussi de très belles coupes de montage. Notamment un moment, j'ai beaucoup aimé où la fille elle arrête pas de crier et les malfrats, les espèces de mecs de la mafia, ils sont complètement paniqués, ils savent pas quoi faire. Et donc ils s'agitent dans tous les sens et d'un coup il y en a un qui ramène un foulard et on le voit passer comme ça devant la caméra avec le foulard qui glisse dans le plan. Et pendant que la femme en hors champ crie, plan suivant, plan coupé, plan suivant, on la voit elle bâillonnée de malade mental avec les deux malfrats qui sont presque voilà qui se tiennent le front, qui se disent ouf c'est bon on l'a fait taire quoi. Là je trouvais que c'était une coupe qui était très très rigolote, hein. C'est une coupe qui fait rire et c'est une coupe qui est la bienvenue aussi, qui fait tout à fait son effet. Alors, le montage son de Godzilla Minus One était à chier, ils ont monté la musique mais n'importe comment, c'était affreux. Le montage musical de Godzilla Minus One, quand vous connaissez la musique, le montage il est innommable. Le montage son de la musique. Qu'est-ce que j'ai vu encore ? Bon, Challengers, j'ai pas trop aimé toute cette utilisation de ralenti. The Substance, il n'y a rien qui m'avait particulièrement marqué. Bon, il y a des montages alternés évidemment, hein, mais tiens, je vais peut-être me le noter, The Substance. Attendez, je vais juste me noter ça avant que j'oublie. Vous savez, c'est des choses, des fois, il faut les noter avant qu'on les oublie. Parce que sinon, après, c'est fini. Voilà. Je suis en train de regarder un peu les trucs que j'ai vus ces dernières années. Mais c'est plus des petits moments. C'est pas un film entier. C'est toujours des petits moments. Perfect Days, c'était très bien aussi. Parce que le montage rend compte de journées qui sont les mêmes, mais avec des petites nuances, des petits ajustements, des petites modifications, mais c'est un film qui est paisible aussi. C'est très bien, Perfect Days. Oui, voilà, tu vois, ce sont des petits moments, des petites choses. Ensuite, question suivante. Beaucoup de critiques lues, écoutées, regardées parlent peu du jeu d'acteur et se concentrent principalement sur la narration et la mise en scène. Est-ce que la direction d'acteur est un élément qui compte dans ton appréciation du film ? Je pense qu'on n'a absolument pas les outils pour analyser un jeu d'acteur. Je pense que les critiques n'ont pas les outils pour apprécier et analyser un jeu d'acteur. Et donc c'est normal qu'on n'en parle pas. Parce qu'on peut parler, oui, là cette expression, tout ça, mais le travail du jeu et les outils pour faire un jeu d'acteur, on ne les connaît pas. Donc forcément, on n'en parle pas. Moi, ça me semble logique. On voit le résultat final, mais on n'a aucune idée du travail. On peut s'imaginer, tu sais, Stéphane, des gimmicks, des trucs qu'on a vus dans des films, le mec qui parle devant son miroir, le mec qui s'énerve avant de faire une scène où le mec est énervé comme Jack Nicholson dans Shining, voilà, on peut imaginer des trucs comme ça, hein, mais c'est soit du folklore, soit des cas exceptionnels, voilà. Mais on n'a pas l'acteur en travail. Alors dans ce cas-là, il faut travailler avec des récits, des interviews, mais ça c'est des choses, on a déjà fort à faire avec le réalisateur, généralement les acteurs, on sait pas. Et si c'est pour se rendre compte que des fois certains réals sont des fous furieux et qui devraient être en prison pour ce qu'ils ont fait aux acteurs, c'est peut-être mieux qu'on ne sache pas en fait.
Là, je pense à Keshish. Hein. Si vous voulez un nom, je balance le nom, c'est facile. Hein. Moi, j'aime pas ce réal. Donc... Et ça tombe bien, il est dans la sauce ces derniers temps. Même s'il a sorti un film récemment. Oui, il y a sûrement des pratiques qui sont faites par les réalisateurs sur les acteurs, qui donnent un type de jeu qui sont pas à faire, en fait. Parce qu'il faut faire confiance aussi un peu à son acteur. Est-ce qu'un acteur qui fait passer des émotions, c'est pas un jeu d'acteur réussi déjà? Oui, mais fait-il passer l'émotion par la mise en scène qui va monter cette émotion, ou naturellement, si on le met tout seul dans une pièce blanche, filmée en plan général, il fera quand même l'émotion? Parce que c'est ça, parce que c'est accompagné aussi par un travail de mise en scène et tout ça. Et c'est difficile de faire la distinction de tout ça. Parce que quand Spielberg filme Meryl Streep en faisant avancer la caméra avec la musique et tout ça, bah c'est plein d'artifices de mise en scène pour augmenter le jeu de l'actrice. Hein. Et elle donne la réplique à quelqu'un dont on se fout aussi. Donc il y a beaucoup de paramètres qui sont des paramètres de réalisation qui augmentent le jeu. Et donc c'est difficile de juger le jeu indépendamment du reste. Donc pour moi c'est compliqué de répondre à ces questions, mais je pense en effet, Stéphane, qu'on n'a pas les armes pour juger, et on n'a pas les armes pour travailler en fait sur une interprétation. Alors après on peut jouer l'interprétation de scène en scène par rapport à ce que la personne est censée véhiculer comme émotion vis-à-vis de ce qui lui arrive en situation. Oui, là on peut se poser la question, tiens là c'est bizarre, elle est plus posée, pourquoi? Qu'est-ce que dans le scénario amène à cette réaction posée? Ou alors est-ce qu'il y a une scène qui a été coupée, qui aurait fait l'injonction? Là, et ça, on en revient encore à un travail de réal et de montage. Là où justement des gens comme Keshish sont beaucoup plus dans un travail où on va travailler avec les acteurs, mais parce que le réal ne sait pas ce qu'il veut. Donc là c'est même pas le réalisateur et un travail entre le réalisateur et l'acteur, c'est le réalisateur ne sait pas et veut profiter du tournage pour savoir. Et c'est pour ça qu'année après on a 8000 heures de rush, je sais plus combien de rush il avait, mais il avait des tonnes et des tonnes d'heures, et qu'après il faut se démerder. Parce qu'il cherche sur le tournage. Et en principe on fait pas ça, évidemment. Oui, voilà, Kaji, il y a aussi des gens qui font dans l'improvisation, dont le cinéma peut tourner autour de l'improvisation, donc il y a des marges de manœuvre, et puis des fois il y a des gens en improvisation et des gens qui ont un texte précis, donc il peut y avoir des confrontations, une confrontation qui est différente. Il cherche réellement, et il ne cherche pas qu'avec ses acteurs, hein. Il cherche avec la caméra, il cherche avec les monteurs, il cherche tout. Il sait pas, il cherche. Je crois que c'est ce qui fait son intérêt, mais aussi le fait que il a que des problèmes. Et c'était dès son premier film que c'était comme ça. Donc bon, on ne change pas une équipe qui perd. Je sais pas si le film il a marché, parce qu'à mis à part les bobos parisiens, je suis pas sûr que le film il ait vu beaucoup de gens dans la salle. Hein. La sauce de Keshish dont tu parles, c'est toujours sur des trucs sortis à l'époque de Intermezzo, où il y a une nouvelle révélation. Oh non, c'est bien avant Intermezzo. Hein. Je parle de... C'est La vie d'Adèle, c'est le film où il y a... C'est L'Esquive, c'est la faute à Voltaire. Hein. C'est dès son premier film. Ah oui, non, mais il peut très bien ne pas partager mon avis, il n'y a pas de souci. Hein. Le film terminé, il y a des choses qui peuvent être poétiques, très bien. Oui, mais moi, je suis professionnel dans l'audiovisuel. Moi, un mec comme ça, il doit pas pratiquer, en fait. C'est insupportable. C'est non professionnel. C'est un clown. Cancel. Oh, merde. Mais qu'est-ce que c'est que ces énergumènes? Donc, tout ça, vous savez... Ça va d'un individu à un autre. Chacun y voit midi à 14h pour chaque réal. Il y en a qui vénèrent Tarantino, il y en a qui trouvent que c'est un tocard. Tout ça, c'est des batailles de... Comment on appelle ça? Des batailles d'église. Chacun voit midi à sa porte. Je sais plus l'expression. Des combats de... Je sais plus quoi. Il y a une expression pour ça. Mais bon, on pense toujours que notre combat est le plus juste. Hein. Tout ça, c'est finalement pas très important. Si vous êtes en accord avec vos convictions, n'essayez pas de faire plier celles des autres, ça sert à rien. Et en fait, on se crée des
des conflits qui ne servent à rien. Et finalement, le fameux vivre ensemble qu'on souhaite tous dans l'absolu, parce que c'est une belle notion, en fait est parasité, court-circuité et nuit par des conceptions qui sont vraiment anecdotiques. Moi, voilà, Keshish, je n'aime pas du tout ce mec-là pour ce qu'il fait à la profession. Je n'ai jamais regardé de film au cinéma de lui. Je ne donne pas de l'argent pour ce mec-là. C'est ma façon de dire, je ne suis pas d'accord avec lui. Peut-être qu'à un moment, je ferai des critiques. Pour tout vous dire, j'ai 2 textes sur la vie d'Adèle et sur la faute à Voltaire qui sont prêts. Qui sont prêts depuis la sortie de la vie d'Adèle, pour vous dire. Donc, peut-être qu'à un moment, je ferai une semaine spéciale Keshish, où je vais bien je vais bien l'assassiner. Mais tout en prenant aussi en compte les avis des autres. Hein. Je veux dire, quand Antoine Goya parle de Keshish, il parle du scénario, il parle de la situation. Et qu'il y a, oui, il y a une belle lumière sur la plage. Mais ça, la belle lumière sur la plage, on peut la voir, en fait. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la rencontre de plein d'éléments différents qui fait que le plan de Keshish, il est intéressant. Mais si pour cela, on a besoin de faire souffrir autant les gens, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème dans la méthode. Mais c'est aussi parce que la personne ne sait pas ce qu'il veut. Fréquentes-tu beaucoup la Cinémathèque française et assistes-tu à des rétrospectives de cinéastes cette année ? Non. Moi, j'ai pas d'argent. Je n'y vais pas du tout. La seule fois où j'y étais allé, les 2 seules fois où j'y étais allé, d'ailleurs, Stéphane, c'était pour certain livre que je cherchais, qui était là-bas, et pour Peter Weir. Autrement, je n'y vais pas. Parallèlement, quelle rétrospective aimerais-tu voir au programme de la Cinémathèque prochainement ? Franchement, je ne sais pas. Étant donné que la question de la salle et tout ça, c'est pas une question qui m'importe. Ils peuvent faire toutes les filmographies et les programmes qu'ils veulent. Hein. Moi, j'irai pas voir de base. Donc, c'est pas pour moi. Je pense que j'aurais une autre mentalité vis-à-vis d'aller à la Cinémathèque française si j'avais plus d'argent. Vraiment. Là, j'en ai pas. Donc, la question ne se pose même pas. Et ce n'est pas un manque. Si c'est aussi une question vis-à-vis de ce que je dis, ce n'est pas un manque. Parce que j'ai appris doucement de ne pas avoir l'obligation de me dire « Ah, il faut que j'aille aussi à la Cinémathèque française ». Donc, moi, je pense que c'est peut-être un prix légèrement supérieur à un prix de salle normale d'Ersu Uzala. Sauf que ça cumulé, ça fait beaucoup. Donc, non, quand on n'a pas beaucoup d'oseille, il y a des priorités. Et la Cinémathèque française n'est absolument pas ma priorité. C'est aussi simple que ça. Quels sont les éléments principaux qui t'amènent à apprécier une critique ? Écrite principalement. Le style, le point de vue, le positionnement de la critique. Je dirais pas que c'est le style, je dirais que c'est le point de vue. Il y a des choses, des fois, quand je lis des critiques, j'ai l'impression que ce que je lis, je l'ai pas perçu et qu'elle m'apporte une lecture du film. Ou un point de vue, pas forcément un truc qui est opposé au mien, mais il y a des perspectives vis-à-vis d'une scène que j'ai vue mais que je n'ai pas questionné. Tout d'un coup, la personne, elle prend la scène et elle en dévoile quelque chose. À mettre en rapport avec d'autres moments du film. Là, je me dis, oh, là, il y a quelque chose qui m'intéresse. Et qui peut même nourrir un positionnement que j'avais vis-à-vis du film à exploiter. Le positionnement du critique, pas forcément, notamment un positionnement politique, ça, c'est pas forcément quelque chose que je recherche. C'est même quelque chose qui a tendance à me faire fuir. Quand le positionnement est un petit peu fort, notamment d'emblée, au moins ça fait fuir tout de suite, on n'a pas besoin de lire le reste du papier. Ouais, je pense que c'est un point de vue, c'est une originalité d'un point de vue sur un élément du film, et qui peut me pousser à réfléchir aussi, à rebondir. Voilà, c'est des propos qui me permettent de rebondir. Pas un truc trop cloisonné, comme un truc sous cloche de verre, un petit peu comme Victor Norek au final. Voilà. Et connais-tu le podcast de Roger Dickens ? Ah non, je ne connais pas. Je ne pourrais pas aller au-delà de ta question parce que je ne connais même pas le podcast. Je l'ai peut-être lu, j'ai peut-être dû passer devant comme ça à un moment, mais je me suis pas arrêté. Ça me nécessite beaucoup plus d'énergie d'écouter un podcast anglais qu'un podcast français. C'est peut-être pour ça que je l'ai pas vraiment écouté.
Merci Stéphane pour tes questions. Merci beaucoup. Et encore une fois, j'espère qu'on pourra se croiser sur le net et faire quelque chose ensemble. Je t'avais dit que j'allais faire quelque chose avec toi, mais bon, il y a des perspectives qui font changer un peu les plans, évidemment. Mais on trouvera un moment sûrement pour communiquer ensemble autour des films. Est-ce qu'un film a besoin nécessairement, je pense, d'un scénario? Doit-on juger essentiellement le film sur sa dramaturgie? Beaucoup de gens le font, et ça parle pas assez de la relation entre le scénario et le langage du cinéma. Je trouve ça dommage. Je pense que c'est tout à fait nécessaire de parler du scénario, d'en avoir un, parce que sinon après on termine comme Keshish à ne pas savoir ce qu'on doit faire, et à penser que tout d'un coup il va y avoir un truc qui va arriver dans le plan, après 5 jours où rien n'a été vraiment fixé au tournage, hein, c'est la classique. Mais oui, non, on a besoin d'un scénario ou d'un séquencier pour quand même nous donner un peu la direction du projet. Hein. Les séquenciers, c'est des choses qui sont faites en documentaire pour nous assurer à peu près d'une direction vers laquelle va le film. Dans un film de fiction, on a quand même l'obligation de faire un scénario parce que c'est à partir de ce scénario qu'on va devoir mesurer le budget d'un film. Parce que quand la personne dit machin en voiture, qui est en train de téléphoner à sa femme, ça veut dire qu'il faudra qu'il y ait un portable, mais qu'il y ait aussi une voiture. Et que si la voiture bouge, il faudra préparer que la voiture elle bouge. Est-ce qu'elle sera sur un véhicule, ou est-ce que l'acteur va bouger en même temps que de tenir le portable? Il faudra sécuriser dans ce cas-là un parcours. Enfin voilà, et tout ça, ça se chiffre. Donc il faut un scénario obligatoirement. Sinon les assistants réalisateurs ils vont pas pouvoir travailler, tout simplement. Et doit-on ensuite juger essentiellement un film sur sa dramaturgie? Essentiellement, c'est un point de départ qui est facile à voir. Mais après, à partir des situations, on peut commencer à poser plus de questions. La situation, elle est escalée, quelqu'un qui fume une cigarette dans une ruelle, mais après la façon dont c'est filmé, ça veut des fois dire l'inverse. La façon dont on filme la cigarette est montrée comme positive, négative, que des tels du personnage, comment le personnage joue avec sa cigarette aussi. Là, c'est beaucoup d'autres paramètres, le jeu d'acteur, dans l'utilisation des objets, la façon dont c'est filmé, la lumière. Donc là, pour juger, il y a beaucoup d'autres paramètres qui sont cumulés, plus importants que juste la dramaturgie écrite. C'est l'image et le son. Voilà, tout simplement. Après, la dramaturgie, des fois, on a tendance à l'oublier parce que, justement, l'image et le son prennent tous les sens du spectateur. Et des fois, la dramaturgie, le travail des situations qui amènent à telle ou telle résolution, on a tendance à la penser comme logique, comme invisible. Alors que non, elle est là aussi. Il faut aussi la questionner. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question des cohérences et des incohérences dans les actions des personnages. Mais c'est un tout. C'est un équilibre qu'il faut avoir. Après, c'est un équilibre auquel on tend. Des fois, on n'y pense pas et on se laisse grignoter par uniquement la dramaturgie ou uniquement le son et l'image, au gré de ce qu'on a pu percevoir du film au premier visionnage, d'un seul coup. On n'est pas des robots avec une grille de lecture, un bingo, et on coche le bingo et puis voilà, c'est bon. Non, c'est au gré. Et on tend à vouloir un équilibre dans notre prise de parole quand on va juger un film. Il est clair que moi, par exemple, si je dois présenter un film et que je dois donner l'envie à quelqu'un de présenter un film, je ne vais pas dire « Oh, il y a des images de fou !» Tu vois, je ne vais pas commencer par ça. Je vais commencer par le scénario, ce qui se passe. Je ne vais pas commencer par parler d'une scène, non, je vais parler du principe du film. Et après, je vais parler éventuellement la dramaturgie ou peut-être un peu l'image et le son. Mais je vais d'abord parler de l'histoire, évidemment. Écoutez, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir écouté cette 3e partie. Je le rappelle, il y aura encore une 4e et dernière partie dans la FAQ de l'année. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir entendu, d'avoir suivi ce que j'avais à dire. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, un très bon dimanche, et rendez-vous l'année suivante pour de nouvelles aventures et maintenir le bateau Kessin Files à flot. Voilà. Bonne nuit et à bientôt.